Son millionnaire rentra chez lui plus tôt que d'habitude et entendit sa femme dire « J'ai déjà mis du poison dans son verre, dans un jour il sera mort ». Quelques heures plus tard, le millionnaire décida d'échanger les verres et tout le monde fut choqué par ce qui se passa. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de la ville brillait déjà à travers les immenses fenêtres du manoir Dupont lorsque Béatrice Aldridge de Dupont décida de prendre son petit déjeuner. La lumière dorée traversait les rideaux en lin blanc, projetant des ombres délicates sur les meubles en bois sculptés qui ornaient le salon adjacent. À 75 ans, la matriarche de la famille maintenait toujours une posture élégante, reflet des années où elle était l'une des grandes dames de la société parisienne. Ses cheveux argentés, toujours impeccablement arrangés en un chignon bas, s'harmonisaient avec l'ensemble en soie bleu clair qu'elle portait ce matin-là, soigneusement repassé par la gouvernante. Ses mains, marquées par le temps mais toujours gracieuses, tremblaient légèrement alors qu'elle tenait la tasse en porcelaine anglaise ornée de détails dorés et de petites fleurs bleues. Béatrice tentait d'ignorer le nœud qui se formait dans son estomac chaque fois qu'elle devait affronter une nouvelle journée dans cette maison qui, bien qu'elle lui appartenait depuis plus de 50 ans, semblait désormais un champ de mines de tension et de peur non exprimée. Dans l'immense cuisine, qui semblait tout droit sortie d'un magazine d'architecture, le sol en marbre italien brillait sous la lumière du soleil, reflétant le luxe qui imprégnait chaque recoin de la maison. Les comptoirs en granit noir étaient polis au point de refléter les ustensiles soigneusement disposés. Les couverts en argent antique de la famille, organisés avec soin sur une nappe en lin blanc, semblaient être une relique de jours meilleurs où cette cuisine était le cœur vibrant de la maison, rappelant les jours où le rire résonnait à travers ses murs et où les repas étaient des moments d'unité familiale. Désormais, elle préférait descendre plus tôt, profitant des quelques instants de paix avant que le reste de la maison ne se réveille. Ambrose dit toujours que je dois mieux manger, pensa-t-elle en regardant le pain au beurre laissé sur l'assiette en porcelaine. Son désir de manger était presque inexistant, mais elle savait que Nora, la gouvernante fidèle, serait blessée si elle laissait le petit déjeuner intact. La tranquillité du matin fut brusquement interrompue par le bruit des talons aiguilles résonnant contre le marbre, une symphonie de contrôle et d'imposition que Béatrice connaissait bien. Sabrina, sa belle-fille, entra dans la cuisine comme si elle défilait sur un podium, sa présence remplissant la pièce d'un mélange de glamour et de tension. Mesurant près de 1,80 m, la femme était la personnification de la beauté moderne française. Ses cheveux noirs parfaitement lissés et brillants encadraient son visage impeccablement maquillé. Elle portait une robe rouge moulante qui semblait plus appropriée pour un événement en soirée que pour un petit déjeuner en famille. Les bijoux qu'elle portait, discrets mais clairement coûteux, captaient la lumière de manière à souligner son élégance, comme si elle savait que chaque mouvement était observé. « Chérie, pourquoi manges-tu seule ?» La voix mélodieuse de Sabrina fendit l'air, empreinte d'une douceur répétée qui fit grimacer Béatrice intérieurement. Cette question rhétorique ne cherchait pas de réponse, seulement la réaffirmation de sa supériorité. Avant que Béatrice ne puisse répondre, Sabrina éleva la voix, presque de manière théâtrale. « Ambrose, viens voir ta mère prendre le petit déjeuner seule dans la cuisine. » Son intonation était soigneusement calculée pour paraître une véritable préoccupation, mais Béatrice savait que ce n'était qu'une autre scène pour son fils. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Ambrose Dupont entre dans la cuisine, ses pas fermes résonnant dans le couloir avant qu'il n'apparaisse dans l'embrasure de la porte. À 45 ans, Ambrose était l'image vivante du succès que Sabrina aimait à exhiber. Grand comme son père, avec des cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes et un costume bleu marine parfaitement ajusté, il rayonnait de confiance et d'efficacité. Ses yeux bruns, identiques à ceux de sa mère, brillaient d'une sincère préoccupation alors qu'il regardait Béatrice. « Maman, pourquoi ne nous as-tu pas informés ? Sabrina insiste toujours pour que nous prenions le petit déjeuner ensemble, dit-il en ajustant sa cravate. En s'approchant, sa voix avait un ton bienveillant, mais Béatrice savait qu'il était aveugle à la réalité qui l'entourait. « Je ne voulais pas te déranger », murmura-t-elle en évitant le regard de son fils. Le regard prédateur et vigilant de Sabrina fit tourner l'estomac de Béatrice avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus. Sabrina s'avança et enveloppa sa belle-mère dans une étreinte. Pour Ambrose, ce geste semblait affectueux, mais pour Béatrice, c'était comme être entourée d'épines. Sabrina murmura à l'oreille de la femme âgée avec un sourire impeccable qui dissimulait sa véritable intention, « Toujours si humble, n'est-ce pas ? Mais souviens-toi, les temps ont changé. » Le téléphone d'Ambrose commença à sonner, une mélodie insistante qui interrompit le moment et apporta un soulagement temporaire à Béatrice. « C'est le bureau, je dois prendre cet appel »,
dit-il en quittant précipitamment la cuisine tout en ajustant la montre coûteuse à son poignet. Béatrice ressentit une vague de soulagement et de terreur simultanément. L'absence d'Ambrose signifiait qu'elle serait seule avec Sabrina, une perspective qui lui donnait la chair de poule. À peine Ambrose avait-il quitté la cuisine que le masque de Sabrina tomba. Se penchant sur sa belle-mère, ses lèvres rouges se rapprochèrent de l'oreille de la femme âgée et sa voix, désormais glaciale et tranchante, parla doucement. « Méchante vieille femme », murmura Sabrina dans l'oreille de Béatrice, son souffle chaud faisant frissonner l'aînée. « La prochaine fois que je te surprendrai dans cette cuisine, tu ne mangeras pas seulement dans les quartiers des domestiques. Qui sait, peut-être que je t'enverrai directement dans la maison de retraite publique la plus misérable que je puisse trouver, celle où les personnes âgées sont oubliées et maltraitées. Ce serait parfait pour toi. Ou mieux encore, que dirais-tu de passer quelques jours sans nourriture? Ils disent qu'à ton âge, la faim peut causer tant de confusion mentale. » Ambrose serait tellement inquiet de voir sa maman dépérir, perdre sa mémoire. « Maintenant, éloigne-toi de ma vue avant que je ne perde patience. » Béatrice se figea, son cœur battant de manière erratique. Elle voulait répondre, mais sa gorge semblait sèche et impuissante. Elle se sentait comme un oiseau piégé dans une cage dorée, incapable de se défendre ou de fuir. L'attention fut interrompue par l'arrivée d'Évangeline, la petite fille de 8 ans, qui entra dans la cuisine en sautillant, arborant un uniforme scolaire impeccable et des nœuds blancs retenant ses cheveux noirs. Le sourire innocent de la fillette aurait dû apporter du réconfort, mais les mots qui sortirent de sa bouche dissipèrent rapidement tout espoir de paix. « Grand-mère, maman ne dit pas que les personnes âgées ne peuvent pas manger dans la cuisine principale. » La voix enfantine portait le même venin que Béatrice redoutait en réalité. La femme âgée ressentit une douleur dans son cœur en réalisant à quel point la cruauté de sa fille commençait déjà à empoisonner l'innocence de l'enfant. Béatrice porta sa main à sa poitrine, tentant de contrôler sa respiration qui semblait désormais échapper à son contrôle. Elle se sentit étouffée, comme si l'air dans la cuisine était devenu raréfié. La tasse en porcelaine dans ses mains glissa de ses doigts tremblants, se brisant au sol avec un bruit qui semblait amplifier la tension dans la pièce. Le bruit fit que Nora, la gouvernante de 68 ans, se précipita dans la cuisine. « Madame Béatrice, que s'est-il passé » s'exclama Nora, ses yeux remplis de véritable inquiétude en voyant l'état de son employeuse. Avant que Sabrina ne puisse intervenir, Nora courut vers Béatrice, posant sa main sur son dos pour la soutenir. « Monsieur Ambrose, venez vite. Madame Béatrice ne se sent pas bien » cria la gouvernante, sa voix chargée de désespoir. Évangeline observait la scène avec une curiosité morbide, tandis que Sabrina restait immobile, les bras croisés et un sourire discret sur ses lèvres rouges, comme si elle appréciait le spectacle. Ambrose se précipita dans la cuisine, les yeux écarquillés en voyant sa mère courbée, tentant de reprendre son souffle. « Maman, que s'est-il passé » demanda-t-il en s'agenouillant à côté d'elle, tenant fermement ses mains, tandis que Nora cherchait déjà quelque chose pour aider la femme âgée. Béatrice, avec une vision floue et une force déclinante, parvint à entrevoir l'expression de satisfaction sur les lèvres de Sabrina avant que sa conscience ne commence à faiblir. La dernière chose qu'elle vit fut le regard de véritable inquiétude de Nora, quelque chose qu'elle avait depuis longtemps cessé de recevoir de sa propre famille. La chambre luxueuse de l'hôpital Saint-Angèle était un refuge pour peu de personnes, un espace qui combinait confort et technologie de pointe. Les murs beige clair étaient décorés de peintures de paysages discrets choisis pour transmettre la sérénité. Le sol était recouvert de bois clair, un contraste élégant avec les équipements médicaux modernes qui clignotaient doucement et émettaient des sons rythmiques. Le lit d'hôpital, ressemblant plus à un fauteuil réglable haut de gamme, était recouvert de draps blancs immaculés pliés avec précision. Béatrice Aldridge de Dupont reposait là, son corps frêle enveloppé par ce cadre luxueux. Cependant, l'environnement sophistiqué ne suffisait pas à apaiser le tremblement de ses mains ni la tension constante dans sa poitrine. Le médecin était parti peu de temps après avoir assuré que son malaise n'était pas grave, simplement une hausse de la pression artérielle causée par le stress. Cette nouvelle, loin d'apporter du soulagement, approfondissait l'anxiété de Béatrice. Comment expliquer que la véritable raison de son inconfort était la tension constante dans laquelle elle vivait ? Ce qu'elle affrontait n'était pas quelque chose que des médicaments ou des consultations pouvaient guérir. Les pas dans le couloir, incontestablement audibles pour Béatrice, semblaient annoncer encore plus de tension. Ambrose, son fils, entra en premier, sa démarche ferme trahissant hâte et inquiétude. Grand et imposant dans son costume bleu marine, Ambrose était la personnification d'un homme d'affaires prospère. « Maman, comment te sens-tu »
demanda-t-il immédiatement en traversant la pièce rapidement avant qu'elle ne puisse répondre. Sabrina apparut juste derrière lui, sa belle-fille ressemblant à une star sortie d'un magazine de mode. Ses cheveux noirs soignés à la perfection et sa robe crème moulante contrastaient avec la simplicité de la chambre. Même après des heures d'attente, Sabrina conservait son aplomb impeccable, comme si elle n'avait jamais été prise au dépourvu. La gouvernante entra ensuite, bien que discrètement positionnée à la porte. Les yeux bienveillants de la femme ne manquaient rien. Ils se posèrent bientôt sur Béatrice, remplis d'une véritable préoccupation, un geste qui apporta brièvement du réconfort à la matriarche. Enfin, Évangeline fit son apparition, sautillant, créant un contraste frappant entre l'énergie enfantine et l'atmosphère chargée de la pièce. La fille, impeccable avec ses cheveux noirs attachés en nœuds, avait le même regard astucieux que sa mère. « Ce n'était qu'une frayeur », dit Ambrose en s'asseyant à côté de sa mère. Il prit doucement sa main, ses yeux reflétant l'amour qu'il lui portait. Béatrice voulait sourire pour le rassurer, mais le poids de sa réalité l'en empêchait. « Ne t'inquiète pas, maman, nous nous occuperons de tout pour que tu puisses te reposer. Tu n'as à te soucier de rien. » Les mots étaient un réconfort vide. Comment pouvait-elle se reposer sachant que le plus grand danger était juste à ses côtés? Sabrina, gardant son ton doux, se pencha légèrement comme si elle étudiait Béatrice attentivement. « Belle-mère, tu dois vraiment prendre mieux soin de ta santé. Nous sommes tous inquiets pour toi, n'est-ce pas Ambrose ?» Sa voix était douce, mais Béatrice sentit le sous-texte comme une lame froide. « Trop de stress n'est pas bon à ton âge. » Évangeline s'approcha, appelant sa grand-mère. « Viens, dis à mamie de prendre soin d'elle-même. » La fillette sourit, un geste qui aurait dû réchauffer le cœur de Béatrice mais portait une tonalité de défi appris. Les personnes âgées sont comme ça, elles tombent malades pour n'importe quoi, n'est-ce pas grand-mère? Ça doit être tellement agaçant d'être vieille et faible, dit Évangeline avec une douceur enfantine masquant la cruauté qui ne pouvait être apprise que par Sabrina. Béatrice ressentit une douleur dans son cœur. Nora, en arrière-plan, porta sa main à sa bouche, incapable de cacher son indignation tandis que Sabrina souriait discrètement, comme si l'attitude de sa fille était un triomphe personnel. Ambrose, apparemment oblivieux au poids de ses mots, regarda sa montre. « Maman, je vais à la cafétéria pour te chercher quelque chose à manger. Nora, peux-tu venir avec nous? Évangeline, viens avec papa. » Sa suggestion pratique et innocente fit que Béatrice se figea. Être seule avec Sabrina était son pire cauchemar. Comme toujours, Sabrina sut s'adapter au moment. « Bien sûr, chérie, je resterai et tiendrai compagnie à ta mère. »« Je ne veux pas qu'elle se sente seule, » répondit-elle avec un sourire impeccable, mais Béatrice frissonna en remarquant l'éclat prédateur dans ses yeux. Ambrose hocha la tête, ignorant ce qui se passait autour de lui, et quitta la pièce avec Nora et Évangeline. La gouvernante jeta un dernier regard à Béatrice avant de partir, son expression empreinte d'impuissance. Dès que la porte se ferma, Sabrina abandonna son masque. Elle marcha lentement vers le lit, ses talons résonnant dans la chambre. Chaque pas semblait amplifier la tension dans l'air. Béatrice tenta de ne pas reculer, mais la force dans son corps semblait s'épuiser. Lorsque Sabrina s'arrêta près du lit, se penchant légèrement, ses yeux noirs brillaient de malveillance. « Écoute attentivement, vieille femme intruse, » dit Sabrina en parlant de près, sa voix se transformant en pur venin. « Si tu ouvres cette bouche flétrie pour dire à quiconque notre petit incident dans la cuisine, je te promets que l'hypertension artérielle sera le moindre de tes problèmes. Tu sais, ces pilules que tu prends chaque nuit, ce serait dommage si elles étaient remplacées par quelque chose de plus fort. Ou peut-être que je devrais rappeler à Ambrose combien ta mémoire a échoué dernièrement. Qui penses-tu qu'il va croire, sa femme dévouée ou la vieille femme sourde qui peut à peine se souvenir où elle a laissé ses lunettes? » Tes doigts parfaitement manucurés se serrèrent autour du bras de Béatrice. « Et ne pense pas que Nora peut t'aider. Un simple appel de ma part et cette famille misérable sera à la rue. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable, belle-mère. Et crois-moi, j'adorerais avoir une raison de te montrer. » Le ton menaçant était si réel que Béatrice dut s'accrocher au lit pour éviter de trembler davantage. Elle voulait répondre, mais les mots lui échappaient. Son cœur battait de manière erratique et elle craignait que Sabrina n'entende le son. Cependant, un léger bruit venant de la porte attira l'attention des deux femmes. Nora, qui était silencieusement retournée chercher son sac oublié, se tenait dans l'embrasure de la porte entr'ouverte, les yeux écarquillés en assistant à la scène. Le choc sur son visage était évident, mais pas autant que la peur qui le traversait. Lorsque Sabrina se retourna, elle resta calme, mais son regard désormais dirigé vers Nora avait l'intensité d'un prédateur.
Nora, ma chère, dit-elle en revenant à son ton doux, pourquoi ne vas-tu pas aider Ambrose avec le café? Tu sais combien il aime quand tu choisis quelque chose de spécial pour sa mère, ajouta-t-elle avec une fausse légèreté. Le gouvernement hésita, son sac serré dans ses mains tremblantes. Elle regarda Béatrice, qui évitait son regard et savait qu'elle n'avait pas le choix. Tandis que Nora s'éloignait, Sabrina ne manqua pas l'occasion de délivrer une dernière menace voilée. « Oh, et Nora, dit-elle avec une voix douce désormais teintée de venin, tu sais que cette petite maison où vit ta famille, ce serait dommage si quelque chose arrivait au contrat, n'est-ce pas ?» Le bruit de la porte qui se referma ressemblait à une sentence finale. Quelques heures plus tard, le retour au manoir Dupont était enveloppé d'un silence si dense qu'il semblait étouffer les occupants de la voiture. La lumière dorée de l'après-midi parisien, qui teintait normalement les murs en marbre de nuances accueillantes, projetait désormais des ombres inquiétantes, comme pour refléter la tension croissante. Béatrice, toujours affaiblie par l'épisode à l'hôpital, entra lentement dans la maison en s'appuyant sur Nora. Leurs pas résonnaient dans les couloirs luxueux, chaque son réverbérant comme un compte à rebours vers quelque chose de terrible. Ambrose, distrait par des messages sur son téléphone, se dirigea directement vers son bureau, déléguant les soins de sa mère à sa femme et à la gouvernante, une décision qui remplit les deux femmes restant aux côtés de Béatrice d'appréhension. Le manoir Dupont, véritable chef-d'œuvre architectural, ressemblait à un palais. Les sols en marbre italien brillaient sous les lustres en cristal et les hauts murs affichaient des tableaux d'artistes français renommés. Cependant, ce qui était autrefois un symbole de grandeur et d'unité familiale semblait désormais une prison, chaque détail luxueux se transformant en un cruel rappel des inégalités et des dynamiques de pouvoir qui dominaient cette maison. Sabrina marchait derrière elle, ses talons marquant un rythme délibéré contre le marbre, chaque battement rappelant son autorité. La femme se tenait comme une reine dans son domaine, chaque mouvement répété pour intimider et contrôler. Elle portait une robe rouge moulante qui, à la lumière de l'après-midi, semblait acquérir la teinte du sang frais. Ses cheveux noirs, parfaitement alignés, tombaient comme un cadre autour de son visage impeccablement maquillé, mais c'étaient ses yeux qui portaient le véritable poids de la scène, deux mares sombres observant Béatrice et Nora avec une intensité prédatrice. En atteignant le long corridor menant au quartier de Béatrice, la tension devint palpable. Nora, marchant aux côtés de la matriarche, remarqua que ses propres mains tremblaient en tenant le bras de son employeuse. Elle tenta de rester forte, mais la peur était évidente sur son visage. Après des décennies de service à la famille, Nora n'avait jamais ressenti une telle terreur pour elle-même ou pour Béatrice. Elle savait qu'un faux pas pourrait signifier non seulement sa propre ruine, mais aussi celle de toute sa famille qui dépendait de l'emploi et du logement fournis par les Dupont. Sabrina s'arrêta enfin à leur côté, observant comme un chat jouant avec sa proie. L'atmosphère déjà lourde devenait encore plus oppressante lorsqu'elle parla enfin, sa voix aussi douce que du miel mais empreinte de venin. « Nora, ma chère, commença-t-elle en s'approchant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu sais, cette petite maison où vit ta famille, ce serait dommage si quelque chose arrivait au contrat, n'est-ce pas ?» Elle s'approcha de Béatrice avec un sourire fin, ses doigts parfaitement manucurés soulevant le menton de la gouvernante d'un doigt. « Je te suggère de garder ta bouche fermée, ajouta-t-elle, ou ta famille précieuse découvrira ce que c'est que de vivre sous un pont. » Nora s'arrêta sur place, sentant ses jambes s'affaiblir sous le poids de la terreur. Ses mains calleuses, forgées par des décennies de service fidèle à la famille Dupont, serrèrent le bras de Béatrice comme un naufragé cherchant le salut. L'uniforme gris qu'elle avait toujours gardé impeccable avec tant de fierté semblait maintenant l'étouffer. « S'il vous plaît, Madame Sabrina, » murmura-t-elle, sa voix se brisant comme du cristal brisé, « mes petits-enfants, ce ne sont que des enfants. Le plus jeune n'a que 3 ans, il a besoin de son médicament contre l'asthme. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage âgé alors qu'elle continuait, « Ma fille est enceinte seule, cette maison est tout ce que nous avons. Ayez pitié. » Nora tomba à genoux, des décennies de dignité oubliées face à la terreur de voir sa famille dans la rue. « Nous servons votre famille depuis 3 générations. Ma mère a élevé Don Ambrose, j'ai pratiquement élevé Évangeline. » Sa voix faiblit en voyant le plaisir cruel dans les yeux de Sabrina. « S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. » Sabrina savourait chaque seconde de cette humiliation comme si c'était un bon vin. Son sourire s'élargit à chaque supplication, chaque larme versée. Elle s'approcha lentement de Nora, ses talons marquant un rythme cruel contre le sol, toute demande faite avec une fausse douceur. Se penchant pour lever le menton de la gouvernante avec un doigt parfaitement manucuré, elle ajouta « Je te suggère de garder cette bouche fermée, ou ta précieuse famille découvrira ce que c'est que de vivre sous un pont. »
Béatrice se cramponna à la rampe de l'escalier désespérément, cherchant une stabilité. L'arrivée d'Évangeline, comme si elle était chorégraphiée, amplifia encore le malaise du moment. La fille, avec ses cheveux noirs attachés en nœud, avait le même regard astucieux que sa mère. « Maman, puis-je donner le médicament à grand-mère aujourd'hui » demanda-t-elle avec une douceur effrayante, sa voix enfantine masquant parfaitement la cruauté contenue dans ses mots. Béatrice sentit son sang se glacer. Quoi d'autre cet enfant avait-il appris de sa mère? Sabrina laissa échapper un rire bas rempli de fierté, posa une main sur l'épaule de sa fille et répondit « Bien sûr, ma chérie. Qui sait, un jour tu pourrais aider maman avec tout dans cette maison aussi. » Les mots étaient prononcés comme une plaisanterie, mais Béatrice savait que chacun portait un but. Le son des pas masculins approchant brisa le moment. Ambrose suivit avec Graham, le invité que Béatrice reconnaissait des dîners précédents, entrant dans le couloir. « Chérie, où es-tu, Graham ?» La voix d'Ambrose résonna dans l'espace, plein d'animation. En entendant le nom de l'homme, Sabrina leva la tête avec une étincelle dans les yeux que Béatrice reconnut immédiatement comme un autre type d'intérêt, qu'elle aurait préféré ne pas remarquer. Rapidement, Sabrina ajusta sa posture comme une actrice entrant en scène. La transformation fut instantanée. Le regard cruel disparut, remplacé par un sourire chaleureux et le comportement d'une épouse dévouée. « Nous sommes ici, ma chère, » répondit-elle avec une voix mélodieuse, marchant gracieusement vers les hommes. Le contraste entre son attitude quelques secondes plus tôt et sa nouvelle persona était si grand que Béatrice sentit un nœud se former dans sa gorge. Nora, saisissant la distraction, tenta de guider Béatrice vers sa chambre, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Sabrina les intercepta avec un geste presque imperceptible. « Non, non, toutes ensemble, après tout, nous sommes une famille, n'est-ce pas ?» Ces mots portaient la force d'un ordre. Béatrice tenta de protester mais ne trouva pas sa voix. Évangeline applaudit, excitée par l'idée. À tout observateur extérieur, cela semblait être une scène harmonieuse d'une famille heureuse, mais à Béatrice, c'était tout sauf cela. Alors qu'Ambrose et les pas de Graham se rapprochaient, Nora essaya une fois de plus de protéger sa maîtresse. « Madame Béatrice est toujours très fatiguée, peut-être qu'elle devrait se reposer un peu avant le déjeuner, » dit-elle d'une voix prudente. Sabrina lança un regard à la gouvernante qui semblait capable de geler l'air autour d'elle. « N'importe quoi, » répondit-elle avec une douceur artificielle. Elle adora la compagnie et Graham a toujours été si proche de la famille. L'insistance sur les vêtements était chargée d'autres intentions, quelque chose que Nora remarqua immédiatement et qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Béatrice resta immobile tandis que Sabrina s'approchait de Graham. C'était un homme grand aux cheveux gris, habillé de manière décontractée mais calculée, dénotant sa richesse. « Cher Graham !» s'exclama Sabrina avec une voix débordante de charme, « comme c'est bien que tu sois venu. Nous étions justement en train d'emmener Béatrice pour qu'elle se rafraîchisse un peu avant le déjeuner. » Son sourire était chaleureux, mais il y avait une étincelle dans ses yeux que seule Nora semblait remarquer, un regard qui s'attarda sur Graham une seconde de plus que nécessaire. Alors que Sabrina conduisait tout le monde vers la salle à manger, Évangeline saisit l'occasion pour s'approcher une fois de plus de sa grand-mère. « Grand-mère », murmura la fille, sa voix chargée de malveillance déguisée, « si tu ne te comportes pas pendant le déjeuner, maman te donnera un médicament qui te fera dormir toute la journée. » Le ton enfantin masquait la menace, mais l'impact sur Béatrice était dévastateur. La matriarche tenta de rassembler ses forces alors qu'elle sentait le poids de son monde s'effondrer autour d'elle. Graham, ignorant la dynamique toxique de la famille, marchait calmement aux côtés d'Ambrose, tous deux commentant des affaires. Sabrina, menant le groupe avec Évangeline en traîne, semblait plus puissante que jamais, et Nora, toujours vigilante, restait un pas derrière elle. Les yeux vigilants sur Béatrice, craignant ce qui pourrait encore se passer lors de ce déjeuner fatidique. Le bureau du manoir Dupont était un environnement qui exsudait pouvoir et sophistication. Les murs en panneaux de noyer foncé reflétaient la lumière chaude d'une lampe antique, projetant des ombres qui dansaient comme des fantômes sur le plafond haut. Les lourds rideaux en velours vert émeraude, presque oppressants, étaient légèrement entr'ouverts, laissant entrer le dernier éclat de l'après-midi parisien à travers les fenêtres françaises. Les larges planchers cirés grinçaient doucement sous les pas de quiconque osait traverser cet espace. Le bureau central, une pièce massive en noyer avec des détails en bronze, était impeccablement organisé à l'exception d'une enveloppe brune qui semblait porter le poids d'un secret interdit. Graham Dupont, toujours impeccable dans son costume italien gris foncé, était penché sur le bureau, ses cheveux grisonnants méticuleusement coiffés brillants sous la lumière tamisée.
Son sourire calculé lui donnait une apparence presque inébranlable de confiance, mais il y avait quelque chose dans son regard, une lueur d'ambition qui trahissait le calme superficiel. Assis là, il semblait plus un acteur répétant sa performance qu'un homme à l'aise. Le déjeuner s'était terminé quelques minutes plus tôt et Ambrose, distrait par ses affaires, s'était précipité vers une vidéoconférence. Cet intervalle était le moment que Sabrina et Graham attendaient. Dès qu'Ambrose disparut à l'étage, Sabrina ferma la porte du bureau derrière elle avec un clic doux qui résonna dans le silence, le son de la serrure résonnant dans la pièce comme le premier signe d'un complot qui allait se déployer. Elle marcha vers Graham, ses talons aiguilles marquant un rythme constant sur le plancher en bois. Chaque pas était calculé, chaque mouvement semblait répété pour projeter pouvoir et contrôle. La robe rouge serrée que Sabrina portait capturait les derniers rayons du jour, la faisant paraître comme une flamme vivante dans cet environnement tamisé. Ses cheveux noirs brillants tombaient en vagues parfaites et ses yeux, deux mares d'obscurité insondables, étaient fixés sur Graham. Elle se déplaçait comme une prédatrice prête à attaquer. « As-tu tout apporté ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais chargée d'autorité. Graham sourit d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et prit une enveloppe de sa mallette en cuir italien. « Les papiers de l'assurance vie sont ici, » répondit-il en plaçant l'enveloppe sur la table avec un soin exagéré. « Nous devons maintenant nous assurer qu'il signe le dernier document, bien sûr, que ta chère belle-mère n'interfère pas. » L'expression de Sabrina durcit instantanément. Elle se pencha sur le bureau, se rapprochant de Graham avec des yeux qui semblaient vouloir le percer. « Cette vieille femme soupçonne quelque chose. » siffla-t-elle avec une fureur contenue, et Nora, cette gouvernante méprisable, me surveille trop de près aujourd'hui à l'hôpital, elle est presque. Sabrina brisa son regard, se tournant brusquement vers la porte à moitié ouverte. Pendant un instant, le silence dans le bureau était absolu, même la respiration de Graham semblait s'être arrêtée. Puis, un doux bruit de pas résonna dans le couloir, brisant la tension. Sabrina se redressa rapidement, se recomposant comme une actrice revenant sur scène. La porte s'ouvrit, révélant davantage la petite silhouette impeccable d'Évangéline. Ses yeux, aussi noirs que ceux de sa mère, brillaient de curiosité, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que Béatrice craignait de reconnaître. « Oncle Grégoire. » Évangéline commença, sa voix enfantine chargée de douceur, « Tu vas vraiment offrir un cadeau spécial à papa ?» Sa question semblait innocente, mais le sourire qui accompagnait les mots trahissait une compréhension sinistre. La fille en savait plus qu'elle ne devrait, et Grégoire et Sabrina comprirent instantanément cela. Grégoire, retrouvant son calme, sourit de retour à la fille. « Oui, ma chérie, » répondit-il d'un ton affectueux, « un cadeau que papa n'oubliera jamais. » Sabrina observa l'interaction avec un mélange de fierté et de prudence, ses bras croisés sur sa poitrine comme une lionne protégeant son territoire. Elle s'approcha alors de sa fille, s'abaissant légèrement jusqu'au niveau de la petite. « Évangéline, mon amour, » commença-t-elle d'une voix douce qui masquait la glace dans son ton, « pourquoi ne vas-tu pas voir si grand-mère a pris son médicament? Tu sais à quel point elle a été oublieuse dernièrement. » Sa suggestion était empreinte d'une cruauté sous-jacente, et Évangéline sourit en réponse, comme si elle comprenait parfaitement l'insinuation. Avant que la fille ne puisse répondre, un bruit dans le couloir capta l'attention des trois. Nora passa silencieusement, le tissu de son uniforme gris presque fusionnant avec les ombres de l'après-midi. Pendant un bref instant, les regards de Nora et de Sabrina se croisèrent dans les yeux du gouvernant, il y avait de l'horreur et de la peur dans le regard de Sabrina, seulement de la froideur et du mépris. Grégoire, percevant la gravité de la situation, commença à ranger précipitamment les papiers. Ses mouvements auparavant calculés devenaient maintenant plus tendus. « Nous devons être plus prudents », murmura-t-il en ajustant sa cravate en soignant tout en jetant un coup d'œil vers la porte. « Et Ambrose ne doit suspecter rien jusqu'à ce que nous soyons prêts. » Sabrina, cependant, semblait imperturbable. Elle sourit légèrement, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Ne t'inquiète pas pour Nora, » dit-elle d'une voix basse mais chargée de détermination. « J'ai déjà des plans pour elle dans cette famille maudite. Bientôt, elle ne sera plus un problème. » Son ton était si froid que même Grégoire, habitué à son manque de scrupules, sembla frissonner. Évangéline restait toujours debout à la porte, observant la scène avec une curiosité morbide. « Maman !» appela la fille, sa voix douce contrastant avec le contenu de ses mots, « puis-je aider à faire partir Nora, tout comme nous allons aider papa à se reposer pour toujours ?» La fierté brillait dans les yeux de Sabrina lorsqu'elle regarda sa fille. « Bien sûr, mon ange, » répondit-elle en caressant le visage de la fille avec des doigts délicats. « Tu apprends si vite. » À ce moment-là,
le soleil disparut enfin sous l'horizon, plongeant le bureau dans de profondes ombres. Grégoire, essayant de se recomposer, alluma la lampe de bureau. La lumière jaunâtre n'illumina qu'un petit cercle autour d'eux, tandis que le reste du bureau restait sombre, comme si la scène était mise en scène sous des projecteurs. Les ombres projetées sur les murs prenaient des formes grotesques, renforçant l'atmosphère de conspiration. « L'assurance vie est à sa valeur maximale », murmura Grégoire comme s'il craignait que quelqu'un puisse entendre à travers les murs. « Et avec les modifications que nous avons apportées au testament ?» Il ne termina pas la phrase. Sabrina leva la main, demandant le silence. Ses sens semblaient aiguisés, captant quelque chose au-delà de la portée de Grégoire. Des pas lourds résonnaient dans le couloir. Ambrose revenait de la vidéoconférence, approchant rapidement. Sabrina, avec la surdité de celle qui vit par les apparences, réarrangea la scène en quelques secondes. Elle se tourna vers Évangéline avec un sourire doux. « Ma chérie, va jouer dans le jardin. Oncle Grégoire et moi devons finir les préparatifs pour la fête surprise de papa, n'est-ce pas ?» Évangéline hocha la tête mais jeta un dernier regard curieux aux documents sur la table avant de partir. À l'approche d'Ambrose, Nora resta cachée dans les ombres du couloir, le cœur battant, les mains tremblantes tenant le téléphone portable avec lequel elle avait enregistré la conversation. Elle savait que cet enregistrement était la seule preuve de ce qu'elle venait de voir. Cependant, ce que Nora ne savait pas, c'était que Sabrina avait déjà remarqué le reflet de l'écran du téléphone sur la porte vitrée du bureau. « Tu sais, ma chère », commença la belle-fille de sa voix mélodieuse et imprégnée de venin, « tu sais, ma douce. » Sabrina s'approcha lentement du fauteuil, ses doigts glissant sur les bouteilles de médicaments. « J'ai recherché de superbes maisons de retraite, surtout celles loin d'ici, dans les quartiers plus pauvres de la ville, des endroits où personne ne pose de questions. Quand les personnes âgées perturbatrices apparaissent avec quelques ecchymoses, où les cris nocturnes sont si courants que personne ne s'en soucie plus, où les visites sont découragées. Et surtout, beaucoup de ces endroits ont des ailes spéciales pour les patients qui développent soudainement des problèmes mentaux. Peux-tu imaginer qu'un jour, d'un instant à l'autre, une dame parfaitement lucide commence à avoir de terribles hallucinations et une confusion mentale? C'est étonnant comment certains médicaments peuvent provoquer ce genre d'effet, n'est-ce pas? Et le pauvre Ambrose sera tellement occupé à s'occuper des affaires qu'il n'aura guère de temps pour les visites. Après tout, qui voudrait voir une mère qui ne reconnaît même plus son propre fils? Ces mots étaient accompagnés du tambourinement de longs doigts bien entretenus sur les bouteilles de médicaments. Le son répétitif et froid remplissait le silence de la pièce comme une goutte menaçante. Béatrice sentit la panique grandir en elle. Elle tenta de répondre, mais sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. « Mon fils ne l'autoriserait jamais, » dit-elle, plus comme une prière que comme une déclaration. Ses yeux cherchaient quelque chose, n'importe quoi qui pourrait lui apporter du réconfort à ce moment-là, mais le sourire que Sabrina jouait en réponse dissipa tout espoir. Sabrina rit d'un son bas et cruel qui fit frissonner Béatrice. Elle s'approcha de sa belle-mère comme un serpent prêt à frapper, ses talons marquant chaque pas avec une précision menaçante. « Ton précieux Ambrose fait absolument tout ce que je veux, chère belle-mère, » commença-t-elle. « Chaque décision, chaque pensée, tout passe par mon examen minutieux. » Elle commença à tourner autour du fauteuil où Béatrice était assise, ses doigts glissant sur le dossier en velours. « Ou bien, n'as-tu pas réalisé combien il n'a même pas remis en question ton petit incident dans la cuisine? Combien il a si facilement accepté que tu as glissé, que tu es confuse? » Chaque mot était prononcé avec un plaisir sadique, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Béatrice. Son parfum coûteux étouffait l'air entre elles. Sabrina continua. « Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai construit la femme parfaite, la mère dévouée qu'il a toujours rêvé. La belle-fille concernée, tout le monde admire chaque sourire, chaque geste public d'affection, méticuleusement planifié. » Elle serra le menton de Béatrice avec force, forçant sa belle-mère à la regarder. « Qui penses-tu qu'il va croire? La femme aimée qui n'a jamais quitté son côté, qui lui a donné une famille parfaite, ou la vieille femme sourde qui peut à peine se souvenir où elle a laissé ses lunettes. » Son sourire s'élargit en voyant la peur dans les yeux de sa belle-mère. « En parlant de mémoire, ces somnifères que tu prends, parfois je me demande s'ils ne sont pas trop forts. Ce serait dommage si tu commençais à avoir des épisodes plus sérieux de confusion. » Le son de pas enfantin dans le couloir interrompit le cruel monologue. Béatrice se figea en entendant le léger glissement de chaussons sur le sol. Évangéline apparut à la porte, portant un pyjama en soie délicatement brodé, l'image de l'innocence enfantine, mais l'éclat dans les yeux de la fille révélait quelque chose de plus sombre. « Regarde, Évangéline, »
dit Sabrina en se tournant vers sa fille avec un sourire mêlant fierté et quelque chose de plus pervers. Viens ici, ma chérie. Aide maman à prendre soin de grand-mère. Évangeline entra dans la pièce, portant un verre d'eau tenu dans ses petites mains, ses yeux brillaient de malveillance, un reflet troublant de l'influence de sa mère. Grand-mère, bois tout, chanta-t-elle avec une douceur inquiétante. Maman a dit que les personnes âgées ont besoin de beaucoup d'eau, surtout avant de se coucher, n'est-ce pas, maman ? Demanda Évangeline. Les mains de Béatrice tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le verre quand la fille le lui tendit. Sabrina, les bras croisés et un regard satisfait, semblait regarder la performance de son chef-d'œuvre. La combinaison de terreur dans les yeux de Béatrice et de l'obéissance sombre d'Évangeline était ce qu'elle visait. « Tu sais quoi d'autre, ma chérie ?» continua Sabrina en faisant le tour de la pièce et en ajustant nonchalamment les oreillers sur le lit. Certaines ont des ailes spéciales pour les patients avec des problèmes mentaux. Ceux qui commencent à avoir des hallucinations, à imaginer des choses, à accuser des gens innocents de mauvais traitements. Elle lança un regard perçant à Béatrice, qui sentit son estomac se nouer. Évangeline observait la scène avec une curiosité morbide. « Maman » demanda la fille en regardant sa mère comme si elle cherchait son approbation, « est-ce vrai que quand les personnes âgées deviennent vraiment confuses, elles ont besoin de médicaments plus forts ?»« Oui, ma chérie » répondit Sabrina en caressant les cheveux de sa fille avec des doigts délicats. « Parfois, quand les personnes âgées ne veulent pas coopérer, nous devons les aider à comprendre que c'est pour leur bien, n'est-ce pas, belle-mère ?» Elle regarda directement Béatrice, ses yeux froids rencontrant ceux de sa belle-mère dans le reflet du miroir de la coiffeuse. Les tremblements dans les mains de Béatrice devenaient incontrôlables. Le verre glissa de ses doigts, se brisant en centaines de morceaux contre le sol en marbre. L'eau se répandit autour du fauteuil, reflétant la lumière de la lampe comme de petites larmes. Sabrina resta immobile, observant simplement avec un sourire cruel lentement courbé sur ses lèvres. « Quelle maladroite, grand-mère !» commenta Évangeline, sa voix enfantine portant un ton venimeux. « Je pense que maman a raison, tu as vraiment besoin de soins spéciaux. » La déclaration fut prononcée avec une nature troublante, comme si c'était une vérité absolue. Sabrina fit un pas en avant, ses talons écrasant les éclats de verre sur son chemin. Le son résonna dans la pièce, un rappel effrayant du contrôle qu'elle exerçait. Se penchant, elle prit un verre propre sur le plateau d'argent et le remplit d'eau. « Ne t'inquiète pas, ma douce vieille dame, » dit-elle d'une voix désormais basse mais toujours chargée de menaces, « nous avons toute la nuit devant nous pour nous assurer que tu prends tes remèdes. » La lumière des lampes projetait des ombres déformées sur les murs, amplifiant la sensation d'étouffement. Béatrice savait qu'à ce moment-là, elle était complètement à la merci de la cruauté raffinée de sa belle-fille et du regard impitoyable de sa petite-fille, qui devrait autrefois apporter de la joie dans sa vie. Le matin dans la ville s'éveilla avec une brise légère qui faisait danser les feuilles des arbres dans le jardin du manoir Dupont. Le ciel affichait des nuances de rose et d'or, un spectacle de beauté qui semblait se moquer de l'obscurité des événements de la nuit précédente. Le manoir, avec sa façade en pierre claire et ses détails en fer forgé, demeurait imposant, mais à l'intérieur de ses murs, l'atmosphère était tendue. Dans le vaste jardin, Nora marcha prudemment en équilibrant un plateau d'argent avec le petit déjeuner, ses pas hésitants sur le chemin pavé qui serpentait entre les parterres de fleurs, comme si chaque pas portait le poids de ce qu'elle savait. Au loin, un son la fit s'arrêter. C'était un sanglot étouffé, presque imperceptible, mais Nora reconnaissait ce son. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait Béatrice pleurer la nuit. Les sanglots s'échappaient de la chambre de la matriarche, résonnant comme les lamentations d'une âme perdue. Maintenant, le son venait du gazebo à l'arrière du jardin, où les vignes fleuries créaient un refuge ombragé. Le cœur de Nora se serra en reconnaissant la douleur dans ses sanglots. Elle savait que Béatrice n'était plus la femme forte et assurée qu'elle avait connue, mais une ombre effrayée de ce qu'elle était autrefois. Elle s'approcha du gazebo à pas doux, ses mains serrant le plateau comme si c'était un bouclier contre les forces qu'elle craignait. Là, sur l'un des bancs en bois blanc peint, Béatrice était recroquevillée, paraissant plus petite et plus fragile que jamais. La robe en soie bleue qu'elle portait, autrefois symbole d'élégance, semblait maintenant trop grande pour son corps mince et voûté. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait un mouchoir brodé, tentant vainement de sécher les larmes qui coulaient sur son visage ridé. La brillance du matin se reflétait dans les gouttes, les transformant en minuscules prismes qui contrastaient avec l'expression de pur désespoir. « Madame Dupont » appela Nora, sa voix basse, presque craignant de briser le silence du moment. « Vous n'avez rien mangé aujourd'hui ?» Elle s'approcha lentement, ses mouvements mesurés comme quelqu'un qui approche un oiseau blessé.
Le plateau portait du café frais, du pain moelleux et des fruits parfaitement arrangés, un repas qui devrait apporter du réconfort mais qui ne semblait maintenant être qu'un rappel de vide. Béatrice leva son regard et ce que Nora vit dans ses yeux fit tourner son estomac, une terreur profonde et paralysante. La matriarche serra le bras de la gouvernante avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi frêle. Commença-t-elle, mais sa voix échoua avant qu'elle puisse terminer. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses forces. « Elle va m'envoyer en maison de retraite », dit-elle d'un murmure urgent, presque suppliant de l'aide. « Elle va convaincre Ambrose que je suis folle », ajouta-t-elle, décrivant des endroits horribles où personne ne l'entendrait crier. Nora sentit son cœur se serrer encore plus. Elle posa le plateau sur la petite table du gazebo et s'assit à côté de Béatrice, brisant momentanément les barrières qui avaient toujours séparé maîtresse et servante. « Madame Dupont, cela ne peut pas continuer ainsi, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Nous devons le dire à Monsieur Ambrose, il doit savoir ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. » Avant qu'elle ne puisse continuer, une voix enfantine traversa l'air comme une lame. « Grand-mère, elle se parle encore seule, » dit Évangeline, sa voix chargée de fausse innocence. La fille se tenait à l'entrée du gazebo, son uniforme scolaire soigné et un sourire malveillant reflétant celui de sa mère. Nora se leva immédiatement, retrouvant sa posture servile, mais le mal était déjà fait. Sabrina apparut juste derrière sa fille, sa silhouette imposante se détachant contre la douce lumière du matin. Elle portait un ensemble en soie vert émeraude qui semblait scintiller à chaque mouvement, comme la peau d'un serpent prêt à attaquer. Son visage était impeccablement maquillé, mais c'était dans ses yeux que le vrai venin se concentrait. « Mon chéri, quelle frayeur !» dit-elle en s'approchant avec des pas fermes, sa voix prenant un ton de fausse préoccupation, marcher dans le jardin toute seule, après tous tes récents épisodes. Béatrice tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent instinctivement. Nora étendit sa main pour aider, mais le regard perçant de Sabrina la fit arrêter. « Tu devrais te reposer, ma petite », continua Sabrina, s'inclinant légèrement sur sa belle-mère. Ambrose et moi parlions juste de te trouver une aide professionnelle, des endroits où il pourrait bien prendre soin de toi. Le son de pas masculins sur le chemin de pierre attira l'attention de tous. Ambrose s'approcha, sa posture droite et son costume bleu marine impeccable se détachant sur le décor du jardin. Son expression était un mélange de confusion et de préoccupation. Le soleil se reflétait sur ses lunettes, rendant difficile la lecture de ses yeux, mais il y avait quelque chose dans la tension de ses épaules qui suggérait un doute. « Papa !» cria Évangeline en courant vers lui, sa voix semblant chargée de douceur enfantine. Mais Nora savait que c'était une performance répétée. Grand-mère se parle encore seule. Maman a dit qu'elle complote quelque chose. Sabrina s'approcha d'Ambrose avec son élégance habituelle, assumant immédiatement le rôle de l'épouse dévouée. « Chérie, » commença-t-elle d'une voix mélodieuse et fluide, « je pense que nous devons parler de ta mère. » Elle jeta un regard rapide à Béatrice, comme pour renforcer son inquiétude. « Cela fait un moment que je remarque des comportements inquiétants, » ajouta-t-elle. Nora resta immobile, se sentant impuissante alors que la toile de mensonge se tissait devant elle. Dans sa main, le mouchoir que Béatrice avait laissé tomber semblait être un poids insupportable dans la poche de son tablier. Le téléphone portable avec l'enregistrement de la conversation entre Sabrina et Grégoire brûlait comme un secret qui pourrait sauver ou détruire des vies. Grégoire, calmement et avec fluidité, reprit. « Le plan est parfait », murmura-t-il en se penchant en arrière sur le canapé, ses yeux brillant d'une ambition presque féroce. « L'assurance vie a été augmentée à 5 millions d'euros, personne ne suspectera une crise cardiaque chez un homme stressé. » Il fit tourner le cognac dans son verre, regardant le liquide ambré comme s'il anticipait sa victoire. Ses doigts effleurèrent ceux de Sabrina alors qu'il posait le verre sur la table, souriant pour tester les limites de leur complicité. Sabrina se pencha plus près, sa posture élégante contrastant avec l'intensité de ses mots. Le tissu de sa robe glissa contre le velours du canapé, créant un son doux qui disparaissait presque sous le poids de leur dialogue. « Avant cela, nous devons éliminer les obstacles, » dit-elle d'une voix basse mais chargée de détermination, ses yeux sombres verrouillés avec ceux de Grégoire. « Cette vieille femme commence à trop flairer. Une bonne gouvernante comme Nora a entendu des choses qu'elle ne devrait pas. Tu sais ce qui est le plus intéressant ? Son fils aîné travaille dans la sécurité dans ce quartier dangereux, ce serait une tragédie s'il avait un accident au travail, n'est-ce pas ? Et le plus jeune, celui qui est enceinte, imagine le désespoir d'une jeune mère célibataire sans endroit où vivre avec son bébé. Quant à notre chère belle-mère, je recherchais des maisons de retraite publiques dans les zones les plus problématiques de la ville,
celle où les patients ont tendance à disparaître mystérieusement et personne ne pose de questions. Nous devons éliminer ces inconvénients avant qu'ils n'ouvrent la bouche, et tu sais que j'obtiens toujours ce que je veux, n'est-ce pas, ma chère ? Le silence qui suivit était lourd de malveillance. Grégoire gardait son sourire, mais il y avait une ombre d'hésitation dans ses yeux. Il se versa plus de cognac avant de répondre. « Et qu'en est-il de l'admission » demanda-t-il d'un ton décontracté, contrastant avec le contenu de ses mots. « Le médecin est-il déjà prêt à certifier la démence de la vieille femme ?» Il se pencha légèrement, comme si son intérêt était purement pratique, mais le sourire sur ses lèvres trahissait le plaisir qu'il prenait dans ce complot. Sabrina leva les sourcils, clairement satisfaite de sa propre prévoyance, tout étant arrangé. Elle répondit avec un sourire satisfait et courba ses lèvres rouges. Le docteur Garcia est très réceptif lorsque la valeur est adéquate. Après la mort d'Ambrose, il sera facile de convaincre tout le monde que sa pauvre mère est devenue folle de chagrin, un cas classique d'effondrement émotionnel. Elle rit doucement, un son cristallin comme un verre fissuré sur le point de se briser. Le son de petits pas interrompit momentanément la conversation. Évangeline jouait à proximité du piano, ses petites mains glissant maladroitement sur les touches. La mélodie fragmentée qui émanait de l'instrument semblait un écho troublant du désordre qui habitait cette maison. Vêtue d'une robe lilas à froufrou, la petite fille ressemblait à une poupée en porcelaine, parfaite à l'extérieur mais creuse à l'intérieur. « Et qu'en est-il de la fille » demanda Grégoire en tournant la tête pour regarder Évangeline. Sa voix portait un ton presque paternel, mais il y avait autre chose, un souci qu'il tentait de masquer avec une expression décontractée. N'est-elle pas trop jeune pour comprendre tout cela ? Ses yeux rencontrèrent ceux de Sabrina, espérant une réponse qui pourrait apaiser sa conscience. Sabrina jeta un regard à sa fille, son sourire s'élargissant en une première fierté perverse. « Ma petite apprend bien », répondit-elle en faisant signe à Évangeline avec un geste élégant. « N'est-ce pas, ma chérie ? Dis à oncle Grégoire ce que maman t'a appris sur les vieilles personnes inutiles. » La douceur dans sa voix contrastait avec le venin qu'elle portait. Évangeline s'approcha avec des pas gracieux, ses boucles sombres se balançant doucement, ses grands yeux noirs fixés sur Grégoire avant de répondre d'une voix enfantine claire et calme. « Maman a dit que les personnes âgées sont une nuisance, oncle. Elles se mettent juste en travers du chemin et doivent être éliminées. » Un sourire apparut sur ses lèvres, petit mais chargé de malveillance, une réplique parfaite du sourire de Sabrina, précisément moulé par des années d'influence. À ce moment-là, un mouvement subtil capta l'attention d'Évangeline à travers le reflet dans le miroir vénitien de la pièce. Elle vit quelque chose. Ambrose se tenait à l'entrée, partiellement caché par le rideau en soie française. Sa silhouette était immobile, mais sa présence était incontestable. Le visage qui affichait habituellement la sérénité était maintenant marqué par le choc, ses yeux écarquillés fixés sur le trio devant lui. « Et tu sais quoi d'autre, oncle ?» poursuivit Évangeline, ignorant qu'elle avait révélé à son père qu'elle écoutait chaque mot que sa mère disait. « Après que papa ira au paradis, nous serons très riches et grand-mère ira dans un endroit spécial où personne ne croira ces histoires. » La voix de la fille sonnait mélodieuse, presque trop douce pour la gravité de ce qu'elle disait. Le son du verre brisé traversa l'air. Ambrose, sans s'en rendre compte, avait laissé tomber son téléphone au sol. Sabrina et Grégoire sursautèrent, se tournant pour chercher la source du bruit, mais Ambrose, réagissant avec des réflexes rapides, se retira silencieusement dans le couloir avant qu'ils ne puissent le voir. Son cœur battait de façon erratique et son esprit luttait pour traiter ce qu'il venait d'entendre. La réalité qu'il connaissait s'effondrait. Sabrina s'éloigna du canapé avec des mouvements fluides, lissant sa robe comme si de rien n'était. « En parlant de ton père, dit-elle d'un ton décontracté, nous devons finaliser les préparatifs pour le dîner spécial de demain. Ce sera une nuit inoubliable. » Sa voix portait une promesse voilée que seul Grégoire pouvait comprendre. Dans le couloir, Ambrose s'appuya contre le mur, son souffle lourd et irrégulier. Les dernières minutes avaient révélé une vérité qu'il n'avait jamais imaginée possible. 20 ans de mariage, une amitié de plusieurs décennies avec Grégoire, tout était un mensonge. Les mots de sa fille résonnaient dans son esprit comme un coup mortel. Maman a dit qu'après que papa ira au paradis. Le rire d'Évangeline perça les murs, se mêlant au tintement du verre en cristal de Grégoire et à la voix enfantine d'Évangeline. C'était une symphonie macabre qui ouvrit enfin les yeux d'Ambrose à la vérité qui avait été devant lui tout le temps. La nuit s'était installée sur le manoir Dupont comme un lourd manteau de secret. Dehors, les cimes des arbres se balançaient doucement dans la brise, projetant des ombres ondulantes sur les hautes fenêtres. À l'intérieur, le bureau du manoir travaillait sous la lueur chaude d'une lampe antique,
créant une nappe de faible illumination au milieu des environs ombragés. Les étagères en bois sombre, remplies de volumes, et les meubles en noyer massif donnaient à l'espace un air de solidité et de tradition, mais ce soir, tout semblait plus oppressant. Le silence n'était brisé que par le faible tic-tac de l'horloge murale, chaque battement semblant se synchroniser avec les pensées effrénées d'Ambrose. Assis à son bureau, le visage d'Ambrose, habituellement serein, était marqué par la tension, ses yeux verts semblants perdus, fixés sur un point indéterminé sur le bureau. Il tentait de reconstituer le puzzle qui se formait dans son esprit. Les mots qu'il avait entendus plus tôt venant de sa propre fille résonnaient incessamment. « Après que papa ira au paradis ?» C'était une phrase enfantine et cruelle, délivrée avec une douceur troublante mais contenant la vérité amère d'une conspiration qu'il commençait à peine à comprendre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fouillait dans les tiroirs et les dossiers, il avait besoin de preuves, quelque chose pour confirmer ce que son cœur savait déjà être vrai. Chaque document qu'il examinait semblait pulser de poids supplémentaire, comme si le papier portait non seulement des informations mais le destin de sa famille. L'horloge sonna 11 heures lorsqu'Ambrose trouva la première preuve, une police d'assurance vie à son nom, les chiffres lui sautèrent immédiatement aux yeux, la valeur astronomiquement plus élevée que ce qu'il se souvenait avoir souscrit. Ce qui fit vraiment se nouer son estomac, c'était la date de l'altération, coïncidant avec le début des fréquentes réunions d'affaires de Sabrina et Grégoire. Ambrose se frotta le visage des deux mains, essayant de secouer le poids écrasant de la découverte. Le dernier détail était comme un coup de poing dans le ventre, une des signatures sur le document était une imitation presque parfaite de la sienne. Il reconnaissait l'écriture seulement parce qu'il connaissait les subtilités de sa propre signature. D'un geste tremblant, il continua sa recherche, un sentiment d'urgence grandissant à chaque seconde qui passait. Il ouvrit un compartiment caché à l'arrière du bureau, révélant quelque chose d'encore plus troublant. Des relevés bancaires montrant des transferts suspects vers des comptes qu'il ne reconnaissait pas, tous effectués par Grégoire ces derniers mois. À côté, un dossier contenant des évaluations médicales supposées de sa santé, des documents détaillant une détérioration progressive qu'il n'avait jamais connue. Le son de pas dans le couloir interrompit son investigation, faisant battre son cœur plus vite. Ambrose retint son souffle, figé un instant terrifiant, pensant que cela pourrait être Sabrina, mais il réalisa bientôt que la cadence était différente, hésitante et prudente. La porte s'ouvrit lentement, révélant Nora, toujours vêtue de son uniforme gris de gouvernante. Son visage était marqué par l'inquiétude, les lignes d'expression plus profondes que d'habitude. « Don Ambrose », l'appela-t-elle d'une voix presque chuchotée, « il y a quelque chose que vous devez savoir. » Ambrose fit signe qu'elle entre et ferma rapidement la porte derrière elle, la verrouillant d'un clic qui résonna fort dans le silence du bureau. Il pouvait voir la peur dans les yeux de Nora, la même peur qu'il ressentait lui-même. Ses mains ridées étaient tordues sur son tablier, comme si elle cherchait quelque chose pour l'ancrer. « Nora, s'il vous plaît, dit-il d'une voix rauque d'émotion, dites-moi tout, peu importe combien c'est terrible. » La loyauté construite au fil des décennies entre employeurs et employés créa un moment d'honnêteté absolue. Nora prit une profonde inspiration, sortant un téléphone portable de sa poche de main tremblante. « J'ai un enregistrement, Don Ambrose », commença-t-elle, sa voix vacillant légèrement. Sabrina et Don Grégoire étaient dans le bureau plus tôt aujourd'hui. Ses yeux se tournèrent vers la porte, comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit presque imperceptible dans le couloir les fit toutes les deux se figer. Ambrose fit un léger signe de tête, l'encourageant à poursuivre. Nora tapa sur l'écran du téléphone portable et l'audio commença à jouer. La voix de Sabrina résonna dans le petit espace, si familière et pourtant étrangement froide. « Le poison ne peut pas être détecté, cela semblera une crise cardiaque. » Ambrose sentit tout son corps se raidir en entendant Grégoire répondre calmement, discutant des détails du plan comme s'il parlait du menu d'un dîner. La conversation continua, remplie de rires occasionnels et d'un ton de confiance qui ne faisait qu'intensifier l'horreur de la situation. Pendant qu'ils écoutaient, aucun d'eux ne remarqua la petite ombre se déplaçant dehors. Évangeline, toujours en pyjama de soie, jeta un coup d'œil à travers la fissure de la porte, ses yeux sombres brillant de la malveillance qui semblait être née en elle. Silencieusement, la fille se retira rapidement, courant à travers les couloirs avec un sourire qui ne correspondait pas à son âge. « Il prévoit de le faire demain soir », continua Nora en éteignant l'audio et en remettant le téléphone dans sa poche, sa voix tremblant visiblement. Pendant le dîner spécial que Don Sabrina organise pour Don Ambrose, ils ont aussi des plans pour votre mère. Ils veulent l'envoyer dans un endroit horrible où personne ne l'entendra. Des larmes commencèrent à couler sur le visage ridé de la gouvernante,
ses mains tremblant tellement qu'Ambrose dut les tenir pour la calmer. Ambrose sentit comme si le sol disparaissait sous ses pieds, il s'enfonça dans la chaise en cuir, ses mains enfouies dans ses cheveux. 20 ans de mariage, des décennies d'amitié avec Grégoire, tout cela n'était qu'une illusion, une macabre mise en scène qui culminerait dans sa propre mort. Le médicament de ma mère, murmura-t-il, une nouvelle pensée le frappant avec force. Sabrina a insisté pour le lui donner personnellement, elle dit toujours que Nora est trop occupée pour s'en occuper. Il leva les yeux, rempli de terreur. Qu'est-ce qu'elle donnait à ma mère? Avant que Nora ne puisse répondre, un autre bruit résonna dans le couloir, plus fort cette fois. Ils sursautèrent tous les deux et Ambrose rangea rapidement les documents compromettants dans le tiroir. Son cerveau travaillait à plein régime, formulant un plan alors que le temps semblait s'écouler rapidement. « Nora », murmura-t-il d'une voix ferme malgré la panique, « ne laissez pas ma mère seule avec Sabrina, pas une minute. Demain, nous devons agir avant le dîner. » Avant qu'il ne puisse terminer ses instructions, le son distinct des talons aiguilles résonna dans le couloir, chaque pas comme un tambour annonçant l'arrivée de Sabrina. Le regard de Nora était rempli de panique, mais Ambrose fit un geste discret pour qu'elle parte par une porte latérale. « Pars maintenant », murmura-t-il, « et fais attention. » Tandis que Nora disparaissait dans l'obscurité du couloir latéral, Évangeline avait déjà atteint la chambre de ses parents. « Maman », appela-t-elle d'une voix empreinte d'urgence feinte, « papa est au bureau avec Nora, ils écoutent quelque chose sur son téléphone. » Sabrina, qui était assise devant la coiffeuse en ajustant ses boucles d'oreilles en diamant, leva lentement la tête. Son reflet dans le miroir montrait un sourire qui grandissait lentement, un sourire prédateur. « Très bien, ma chère », murmura-t-elle en se levant élégamment. « Allons voir ce que ton père prépare dans le bureau. » Dans le bureau, Ambrose s'assit droit, allumant l'ordinateur et prétendant travailler sur les documents de l'entreprise. Il savait que les talons de Sabrina se rapprochaient, son cœur battant la chamade mais son esprit clair pour la première fois depuis des semaines, il sentait qu'il avait le contrôle de ce qui allait arriver. La prédatrice vivant dans sa maison, dormant dans son lit et empoisonnant sa famille était sur le point de découvrir que sa proie n'était pas aussi sans défense qu'elle le semblait. La bibliothèque du manoir Lockwood avait toujours été le refuge préféré de Béatrice. Les étagères en acajou foncé atteignaient le plafond, remplis de vieux livres reliés en cuir, leur dos doré brillant sous la lumière filtrée à travers les rideaux en dentelle française. La lumière dorée du matin créait des motifs délicats sur les étagères, dansant doucement sur les meubles polis. Un arôme accueillant de papier vieilli, de bois, de cire et de fleurs fraîches provenait d'un vase en porcelaine sur la table d'appoint. Pendant des décennies, cet espace avait été un symbole de tranquillité, mais maintenant, il portait un poids sombre, comme si les murs pouvaient sentir les secrets et les menaces qui remplissaient la maison. Béatrice était assise dans son fauteuil préféré, recouvert de velours bleu profond, sa main tremblante tournant lentement les pages d'un vieux album photo. Les pages étaient jaunies par l'âge, mais les images préservaient encore des moments heureux. Ambrose à sa remise de diplôme, son mariage avec Fernando, les premiers voyages de la famille. Ses doigts fragiles retraçaient les photographies comme s'il tentait de saisir les fragments d'un passé qui semblait si lointain. Ses yeux, habituellement remplis de douceur, étaient maintenant ternes de peur, et chaque mouvement semblait chargé d'effort. Ambrose observait sa mère depuis l'entrée de la bibliothèque pendant quelques instants de silence, son cœur battant pour la voir si différente. La matriarche, qui avait toujours été la forteresse de la famille, semblait maintenant une ombre d'elle-même, ses épaules voûtées, son visage plus âgé et ses yeux constamment craintifs. Après la conversation avec Nora la nuit précédente et les découvertes troublantes dans son bureau, chaque petit geste de sa mère était comme un cri silencieux pour la vérité qu'il avait été trop aveugle pour voir. Le son des chaussures d'Ambrose contre le sol en bois ciré résonna doucement alors qu'il approchait de la bibliothèque, semblant absorber chaque bruit et intensifiant le sentiment d'isolement. Il s'arrêta près du fauteuil, se penchant légèrement pour regarder l'album. Une photo spécifique attira son attention. Lui, encore jeune, aux côtés de ses parents, tous souriant lors de sa remise de diplôme, une famille complète insouciante de l'avenir. Ambrose sentit un nœud se former dans sa gorge en réalisant combien ce moment encapsulait une innocence qui semblait maintenant si lointaine. « Maman » appela-t-il doucement, sa voix hésitante pour ne pas la surprendre, mais Béatrice tressaillit, ses yeux s'écarquillant de terreur avant de reconnaître son fils. Cette réaction était comme un coup de poignard au cœur d'Ambrose. Il se baissa pour être à son niveau, s'asseyant sur le tabouret au pied du fauteuil, un geste qu'il avait fait pendant des décennies pour écouter les histoires que sa mère racontait autrefois. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» La question sortit en bas, mais chargée d'émotion. Il tenait les mains de sa mère entre les siennes,
ressentant la fragilité de sa peau fine et de ses os délicats. Béatrice le regarda, des larmes commençant à couler silencieusement sur ses joues ridées. Le silence qui suivit semblait peser des tonnes alors qu'Ambrose attendait. Elle commença à parler, sa voix un chuchotement brisé, ses yeux dérivant vers l'album comme si elle était incapable de le regarder directement. Personne ne me croirait, que je serais institutionnalisée, que tu n'accepterais jamais que ta femme parfaite. Sa voix échoua, engloutie par les larmes, et elle porta ses mains à son visage en désespoir. Des décennies de dignité avaient été réduites à une lutte constante contre la peur. Ambrose serra les mains de sa mère plus fort, la prise ferme contrastant avec la douceur de son expression. « Raconte-moi tout, maman », insista-t-il, sa voix maintenant plus forte mais toujours douce. « Chaque détail, chaque menace, chaque moment de peur que tu as subi pendant que j'étais aveugle à ce qui se passait dans cette maison. » Sa détermination était inébranlable et Béatrice réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était peut-être pas seule. Les mots commencèrent à couler comme un flot d'un barrage brisé. Béatrice racontait les humiliations quotidiennes qu'elle subissait aux mains de Sabrina, les menaces constantes d'être envoyée en maison de retraite, les médicaments qu'elle était forcée de prendre. Elle parlait de la manière dont Sabrina manipulait Évangeline, transformant sa petite fille en une extension de sa propre cruauté. Elle enseigne à la fille des choses horribles, Ambrose, dit-elle, sa voix tremblante, des choses qu'un enfant ne devrait jamais apprendre. Elle dit qu'elle connaissait des endroits, Béatrice continua, ses mains serrant celles d'Ambrose avec une force inattendue. Des endroits terribles, des maisons de retraite où les gens disparaissent, où personne n'entend les cris. Ces mots étaient chargés d'une terreur authentique et Ambrose sentit le poids des révélations l'écraser, son cœur battant la chamade, la colère grandissant à chaque confession. Quand Béatrice mentionna Grégoire, l'ami intime d'Ambrose, il ferma les yeux un instant, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions qui le consumait. « Je sais, maman, » dit-il enfin, sa voix lourde de douleur profonde. « Je sais pour eux, pour le plan, pour tout. » Il s'arrêta, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Ce dîner de ce soir, il prévoit. Mais les mots moururent dans sa gorge. Comment pouvait-il expliquer à sa mère que sa belle-fille prévoyait de mettre fin à sa vie? C'est alors qu'un bruit presque imperceptible de tissu froissé contre du bois capta l'attention de toutes les deux. Béatrice se figea, son souffle retenu dans sa poitrine. Ambrose se retourna lentement, ses yeux tombant sur la silhouette de Sabrina partiellement cachée derrière une étagère. La robe bleu marine qu'elle portait était légèrement ébouriffée, un détail qui révélait qu'elle avait été là assez longtemps pour entendre plus qu'elle ne devrait. Son visage, habituellement un masque de perfection et de contrôle, montrait une fissure pour la première fois. Les yeux de Béatrice se remplirent de terreur et elle se recroquevilla dans le fauteuil comme si elle souhaitait disparaître, mais Ambrose ne bougea pas. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sabrina avec une dureté qu'il n'avait jamais vue. La tension dans l'air était presque tangible et le silence qui suivit sembla s'éterniser pendant des minutes. « Chère Sabrina », commença sa voix, tentant toujours de maintenir la douceur qu'elle utilisait toujours pour le manipuler, « ta mère a été tellement confuse ces derniers temps, tu sais comment elle commence à imaginer des choses. » Mais ces mots moururent en voyant l'expression sur le visage d'Ambrose, pour la première fois en 20 ans. Sabrina Lockwood ressentit la peur, le son de petits pas légers dans le couloir brisa la tension. Évangeline apparut à la porte de la bibliothèque, vêtue d'une robe en laque blanche, ses boucles sombres attachées en un ruban. Ses yeux évaluaient la scène avec une curiosité qui semblait dépasser son âge. « Maman », appela-t-elle d'une voix douce et teintée de venin déguisé, « oncle Grégoire est au téléphone, il a dit que c'est à propos du dîner spécial de ce soir. » Ambrose sentit son corps se figer. Il vit Sabrina et Grégoire entrer dans la pièce, leur silhouette dessinée par la lumière dorée filtrant à travers les vitraux. Le téléphone d'Ambrose, stratégiquement placé sous une pile de documents sur le bureau, enregistrait chaque mot. L'espace exigu où il se trouvait semblait suffocant, l'air lourd de l'odeur d'encre et de vieux papier mêlé à l'arôme distant de cognac, mais la tension dans sa poitrine était encore plus oppressante. Son cœur battait comme un tambour, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles alors qu'il écoutait le dialogue qui allait exposer la vérité. Sabrina entra d'abord dans le bureau, ses mains délicates mais fermes ajustant la robe rouge qui épousait son corps comme une seconde peau. Le son de ses talons aiguilles marquait un rythme déterminé sur le sol en bois, résonnant dans la pièce comme un avertissement de sa présence dominante. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, tombant sur ses épaules avec un éclat qui contrastait avec la malveillance émanant de ses yeux. Elle ressemblait à une reine maudite régnant sur son royaume de tromperie avec une élégance calculée.
Grégoire suivit peu après, impeccable dans son costume italien gris anthracite, son parfum boisé précédant son arrivée, remplissant la pièce d'une présence aussi contrôlée que Sabrina. Il sourit chaleureusement en repérant Ambrose s'avancer avec les bras grands ouverts. « Mon ami », dit-il en l'embrassant avec une force excessive, « quelle soirée spéciale, hein ?» Son ton était convivial, mais Ambrose sentit le froid dans le creux de ses mots, la soirée promettait d'être inoubliable. Ambrose répondit d'une voix neutre mais attendue avec signification. Il regarda Grégoire prendre place à côté de Sabrina, leurs yeux se rencontrant un instant, ils tentèrent de masquer mais cela ne passa pas inaperçu. Ambrose capta le regard conspirateur, cette brève démonstration d'intimité qui trahissait leurs intentions. Il sentit sa poitrine se serrer mais resta calme, c'était essentiel. Évangeline fut la dernière à entrer, portant une robe de fête qui la faisait ressembler à une poupée en porcelaine. Ses boucles de ravenne bondissaient alors qu'elle s'élançait vers sa chaise, ses yeux brillant d'un mélange d'excitation et de quelque chose de plus sombre. « Papa » appela-t-elle d'une voix douce mais détectée par Ambrose comme ayant une note de malveillance héritée de sa mère. « Maman a dit que ce soir sera inoubliable. » La fille fit un sourire qui n'était innocent qu'en surface. Alors que les plats étaient servis, Ambrose maintenait une conversation décontractée avec Grégoire. Il parlait affaires, des dernières décisions de l'entreprise, mais chaque mot était chargé de sous-texte. Ambrose ne pouvait ignorer le fait que son meilleur ami complotait sa disparition avec le même nonchalance qu'il discutait des profits et des contrats. Nora servit le vin rouge depuis un cabinet soigneusement choisi par Sabrina, ses mains tremblantes fixant brièvement les roses, et il répondit avec un hochement de tête presque imperceptible. Ils étaient des acteurs dans le même jeu et elle le savait. Lorsque Nora quitta la pièce, Ambrose vit son opportunité. Prétendant laisser tomber le mouchoir, il se pencha rapidement et échangea son gobelet doré avec celui de Sabrina. Le mouvement fut rapide et discret, imperceptible pour tout le monde à la table. Lorsqu'il se leva, il croisa le regard de sa femme qui le fixait avec un sourire énigmatique. Sabrina s'épanouissait gracieusement, sa silhouette élégante mise en valeur par la robe noire qu'elle portait, levant son gobelet, le même qui était initialement destiné à Ambrose. Le cristal doré scintillait sous la lumière du lustre comme un bijou mortel. « Chers tous », commença-t-elle d'une voix mélodieuse remplissant la pièce de fausse douceur, « j'aimerais porter un toast très spécial ce soir. » Ses yeux croisèrent ceux d'Ambrose, brillant d'une anticipation malveillante que lui seul pouvait désormais reconnaître. « À mon bien-aimé mari, le plus merveilleux homme du monde, Ambrose, mon amour, ces 20 années à tes côtés ont été comme un rêve, tu m'as tout donné, une vie de luxe, une fille merveilleuse, une famille. » Elle s'arrêta dramatiquement, souriant à Béatrice, une belle-mère qui est comme une véritable mère pour elle. Sa voix trembla légèrement d'une émotion théâtrale. « Tu as toujours été si dévoué, si confiant, si crédule dans ton amour pour moi. Ce soir est spécial, ma chère, j'ai tout préparé avec tant de soin, chaque détail, chaque moment a été pensé spécialement pour toi. » Ses doigts caressaient le bord du gobelet doré avec une intimité troublante. « Alors levez vos verres, tous, portons un toast à mon Ambrose, à notre amour éternel, à notre union qui sera inoubliable. Que cette nuit marque le début d'une nouvelle phase de nos vies, pour notre famille à jamais. » Ambrose leva son verre en réponse, gardant son regard fixé sur elle. Béatrice, assise à ses côtés, serra fermement le bras de Nora, ses yeux grands ouverts, pleins de peur et d'anticipation. Graham sourit largement, savourant déjà ce qu'il croyait être sa victoire. Évangeline, comme toujours, observait avec une curiosité morbide, ses yeux scintillants alors qu'elle absorbait chaque détail de la scène. « À notre famille », continua Sabrina, regardant directement Ambrose. « À notre amour éternel. » L'ironie dans ses mots était si palpable qu'Ambrose faillit rire. Elle porta le verre à ses lèvres et prit une longue gorgée, ses mouvements aussi élégants que jamais. Pendant un instant, tout devint silencieux, la pièce si pleine de tension semblait s'être figée dans le temps. Puis Sabrina cligna des yeux, confuse, sa main se posant sur sa gorge alors que ses yeux s'écarquillaient dans une compréhension horrifiée. Le gobelet doré glissa de ses doigts, tombant sur le sol en marbre et se brisant en des dizaines de morceaux. Le bruit résonna comme le tonnerre dans la pièce. La voix de maman Évangeline perça le silence, chargée d'une véritable peur pour la première fois. « Maman » appela la fille, courant vers sa mère qui chancela en arrière, son visage perdant rapidement de sa couleur et la lueur habituelle de ses yeux s'estompant. Elle s'appuya contre la table. Les arrangements de Nora tremblaient sous l'impact, quelques pétales tombèrent sur la nappe blanche, ressemblant à des taches de sang sur le lin impeccable. « Qu'est-ce que tu as fait »
haleta Sabrina, sa voix s'échappant, son regard croisant celui d'Ambrose, rempli d'horreur, de colère et d'une supplique tardive. Graham se leva brusquement, renversant sa chaise alors qu'il se précipitait pour la retenir. Ambrose resta assis, sa posture détendue contrastant avec la tension dans l'air. Depuis 20 ans, il avait été le mari naïf, l'homme aimant qui ne voyait pas à travers la façade de sa femme. Maintenant, c'était elle qui ne pouvait pas lire la froideur calculée dans ses yeux. « J'ai simplement échangé les verres, ma chère, » dit-il, sa voix douce, presque gentille, mais chargée d'une force glaciaire qui fit frissonner tout le monde à la table. « Tu sais, pendant que tu faisais ton beau discours sur notre amour, notre confiance et notre dévouement, je pensais à combien tu as toujours été si méticuleuse dans tes plans. » Il fit tourbillonner son verre lentement, regardant le vin danser contre le cristal. « C'est vraiment dommage que ton attention aux détails t'ait fait défaut aujourd'hui, de tous les jours. Je pensais que tu apprécierais de goûter le cadeau spécial que tu as si affectueusement préparé pour moi. » Ses yeux croisèrent les siens, et pour la première fois en 20 ans, Sabrina vit le véritable homme derrière la façade de l'époux dévoué. « Tu avais raison sur une chose, » continua-t-il, se levant lentement, sa présence dominant la salle à manger. « Ce soir marquera effectivement le début d'une nouvelle phase de nos vies, bien que peut-être pas tout à fait comme tu l'as prévu. » Il leva son verre dans un dernier toast, un sourire froid jouant sur ses lèvres. « Alors, mon amour, un toast à notre amour éternel, » dit-il. « Après tout, tu as toujours dit que la mort ne nous séparerait pas, n'est-ce pas ?» Des heures plus tard, l'hôpital San Angel avec ses couloirs stériles et ses lumières fluorescentes semblait encore plus froid et impersonnel. Le matin suivant, Ambrose se tenait dans le couloir du 4e étage près du service des soins intensifs, où Sabrina luttait contre les effets du poison qu'elle s'était préparé. La lumière blanche des lampes se reflétait sur le sol poli, créant un éclat presque clinique qui contrastait avec l'obscurité des pensées d'Ambrose. Il portait un costume gris foncé impeccablement taillé, mais les ombres profondes sous ses yeux trahissaient une nuit sans sommeil. Chaque seconde qui passait semblait s'éterniser, marquée seulement par le bip monotone des moniteurs au loin. Il gardait son regard fixé sur l'une des fenêtres du couloir, qui révélait la cour interne de l'hôpital avec ses arbres taillés en forme géométrique et ses bancs en fer vide. Malgré le calme apparent, Ambrose était en état d'alerte maximale, chaque fibre de son être préparée pour la confrontation qu'il savait arriver. Lorsque le son familier de pas résonna dans le couloir, il se retourna lentement, anticipant déjà qui s'approchait. Graham venait vers lui avec la même posture confiante qu'il affichait toujours, mais cette fois, il y avait quelque chose d'anormal. Son costume italien habituellement impeccable semblait froissé et sa cravate en soie bleue était mal ajustée. Il semblait être parti en hâte et la sueur scintillant sur son front trahissait la nervosité qu'il essayait de dissimuler. Ambrose resta immobile, les bras croisés, observant alors que son ancien meilleur ami s'approchait avec un sourire forcé. « Comment ça va, Sabrina ?» demanda Graham, essayant de maintenir son ton habituel décontracté mais échouant lamentablement, ses mains ne restaient pas fixes, ajustant sa cravate de manière obsessionnelle. Ambrose remarqua le geste répétitif et faillit ressentir de la pitié, presque. Ambrose laissa le silence persister un instant, observant Graham comme un prédateur évaluant sa proie. « Le docteur dit qu'elle survivra », répondit-il finalement d'une voix basse mais ferme, bien que peut-être avec des conséquences permanentes. Ironiquement, le poison que tu as choisi est particulièrement efficace pour causer des dommages neurologiques, souligna-t-il, les mots délibérément comme un coup direct. Graham pâlit visiblement, cessant de tripoter sa cravate, ses mains tombant mollement sur ses côtés. Ambrose, commença-t-il, je pourrais. Mais sa tentative de parler fut interrompue par un geste brusque d'Ambrose. Épargne-moi tes explications, interrompit Ambrose d'une voix aussi froide que la glace. Il fit un pas en avant, rapprochant davantage la distance entre eux. Je sais tout, Graham, chaque détail, je les ai ici. Tapota-t-il la poche de poitrine de sa veste où son téléphone était dissimulé. Très intéressant, tes enregistrements, toi et Sabrina êtes étonnamment détaillés dans vos discussions sur vos plans pour me détruire. Son expression était celle du pur mépris, un contraste frappant avec l'amitié qu'ils avaient autrefois partagée. Le couloir autour d'eux semblait figé dans le temps, une infirmière passa en poussant un chariot de médicaments, les flacons tintant doucement, mais ni Ambrose ni Graham ne bougèrent jusqu'à ce que le bruit s'évanouisse dans le silence lointain. Le murmure étouffé des conversations dans d'autres pièces se mêlait au bip constant des machines, créant une bande sonore presque surréaliste pour la confrontation. Deux choix, dit Ambrose, retirant lentement une enveloppe de la poche intérieure de sa veste, ses mouvements délibérément calmes comme un prédateur jouant avec sa proie. Le premier est assez simple.
Tu signes ces papiers, renonces à chaque centime que tu m'as volé, chaque propriété que tu as achetée avec de l'argent sale, chaque part de la société, tu disparais complètement au point que même ton ombre t'oubliera. Il frotta l'enveloppe contre le visage de Graham avec une cordialité fausse, où ses yeux s'assombrirent dangereusement. Je remets à la police, continua-t-il, non seulement les enregistrements de tes plans de meurtre, mais aussi ces documents intéressants concernant tes transferts vers des comptes aux îles Caïmans, tu sais, ce que tu utilisais pour le blanchiment d'argent, et bien sûr, il sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il y a aussi ces faux documents d'assurance-vie, demanda-t-il, tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas ta pathétique falsification de ma signature ? 20 ans d'amitié et tu n'as même pas pu le faire correctement. Il serra fermement le menton de Graham, imaginant les gros titres. Ancien ami, homme d'affaires prestigieux tente de tuer son meilleur ami en complot avec la femme de la victime. Tes enfants devront changer d'école, ton ex-femme aura enfin la preuve de l'escroc que tu es, et cette mère malade. Eh bien, je doute qu'elle survive au choc de voir son cher fils menotté aux informations nationales, avala Graham, suivi d'une forte transpiration accumulant sur son front. Il prit l'enveloppe de ses mains tremblantes comme s'il manipulait quelque chose de radioactif. Ambrose, s'il te plaît, dit-il, je peux expliquer. C'était son idée, dit Ambrose, elle a tout planifié. Sa voix devenait un murmure presque désespéré. Ambrose laissa échapper un court rire sans humour. Vraiment, fit-il, faisant un autre pas en avant, laissant Graham sentir toute l'intensité de son regard. C'était son idée d'augmenter la valeur de ma police d'assurance-vie sans ma connaissance, était-elle celle qui a falsifié ma signature sur les documents de la société ? La colère dans sa voix était parfaitement contrôlée, comme une lame tranchante. Ou peut-être était-ce elle qui avait suggéré d'utiliser mon propre verre d'anniversaire pour m'empoisonner. Depuis la pièce voisine, à travers la porte à moitié ouverte, Sabrina entendait chaque mot, son visage autrefois hâlé et confiant était maintenant pâle et marqué par la souffrance, elle était entourée de machines et de tubes, une image de vulnérabilité qui contrastait cruellement avec la femme qui avait planifié chaque détail de son ascension. Le 4 coulait lentement, goutte après goutte, alors que ses yeux se fermaient en résignation. Moi et toi. Continua Ambrose, mettant plus de poids dans chaque mot, signe les papiers, part de la ville et peut-être, juste peut-être, je ne remettrai pas les enregistrements à la police. Il fit un pas en arrière, permettant à Graham de respirer, mais comprenez ceci. Si tu essaies quoi que ce soit du tout, je n'hésiterai pas à te détruire, dit-il, sa voix glaciale. Graham regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent prêt à frapper, sachant que sa position était intenable. Chaque mot d'Ambrose rappelait que le jeu était terminé, que le pouvoir qu'il croyait avoir été désormais complètement hors de sa portée. Dans la pièce, Sabrina ferma les yeux, des larmes silencieuses coulaient sur son visage pour la première fois de sa vie, elle était complètement seule. Le bruit du stylo de Graham grattant le papier des documents était comme un requiem pour ses rêves de pouvoir et de richesse, chaque trait semblait voler une partie de son âme. Ambrose observa en silence, son expression sombre mais ses pensées étaient loin. Il savait que ce moment n'était que le début de quelque chose de plus grand, les blessures que Sabrina et Graham avaient causées ne seraient pas facilement guéries, mais pour l'instant, il était en contrôle et c'était tout ce dont il avait besoin. Dans le couloir, alors que Graham remettait les papiers et partait sans un mot, Ambrose sentit le poids de ses actions. Il se tourna vers la fenêtre la plus proche, regardant le lever du soleil qui commençait à illuminer les environs de l'hôpital, une nouvelle matinée arrivait, mais il savait que l'obscurité n'était pas finie. Le manoir Lockwood semblait différent ce matin-là, un mois après les événements qui avaient changé à jamais la vie de ses habitants. Le soleil mexicain traversait les grandes fenêtres de la salle de petit déjeuner, projetant une lueur chaude qui illuminait chaque recoin de l'espace, comme s'il voulait expulser les ombres du passé. Les lourds rideaux en velours que Sabrina chérissait tant avaient été remplacés par des tissus légers dans des tons de crème et de blanc, permettant à la lumière naturelle de baigner l'environnement d'un air renouvelant. Les meubles autrefois imposants en bois foncé, qui correspondaient à l'austérité de l'ancienne matriarche, contrastaient désormais avec de petits changements que Nora avait apportés à la maison avec l'approbation d'Ambrose. De petits vases avec des fleurs fraîches décoraient les tables et les guéridons. Il y avait un parfum subtil dans l'air, un mélange de café fraîchement moulu, de roulé à la cannelle et des fleurs du jardin que Nora avait commencé à entretenir avec dévouement. C'était comme si la maison pouvait enfin respirer. Assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, Béatrice semblait être une personne différente. Elle portait un ensemble en soie bleu clair qui complimentait l'éclat retrouvé dans ses yeux, ses épaules droites, son expression sereine, et les mains qui tremblaient autrefois en tenant n'importe quel objet serraient maintenant fermement une tasse de café en porcelaine blanche.
La lumière du soleil illuminait doucement son visage, accentuant les rides qui semblaient maintenant des marques de survie plutôt que de souffrance. « Plus de café, Madame Béatrice ?» demanda Nora avec un sourire, sa voix chargée de respect et d'affection. Elle n'était plus la gouvernante hésitante qui se déplaçait dans la maison comme une ombre, mais une présence confiante et réconfortante qui se déplaçait maintenant avec légèreté et assurance. « S'il vous plaît, Nora ?» répondit Béatrice en levant la tasse avec un geste gracieux, « c'est délicieux comme toujours. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Nora et il y avait une complicité silencieuse qui n'avait jamais existé auparavant. La vie avait appris aux deux femmes la valeur du soutien mutuel. Ambrose s'assit à la table, regardant les deux avec un mélange de soulagement et de mélancolie. La salle de petit déjeuner, qui avait si souvent été le théâtre de confrontations voilées et de conversations tendues, semblait maintenant un sanctuaire de paix. Évangeline, qui était à côté de sa grand-mère, jouait distraitement avec l'ourlet de sa robe rose pâle, un modèle simple mais magnifique qui contrastait avec les tenues sophistiquées et inconfortables que Sabrina avait toujours insisté pour qu'elle porte. Nora se déplaçait dans la pièce avec une grâce naturelle, son uniforme gris ayant été remplacé par une tenue confortable mais élégante qui reflétait sa nouvelle position dans la maison. Ambrose avait insisté pour qu'elle vive dans le manoir principal et la traitait maintenant comme faisant partie de la famille, un geste qu'il avait initialement laissé sans voix, mais au fil du temps, Nora l'avait accepté, comprenant qu'elle avait mérité sa place là, non seulement pour son service mais pour son rôle crucial dans le salut de tout le monde. « Plus de café, Monsieur Ambrose ?» proposa Nora en offrant une photo argentée brillante qu'elle n'avait pas besoin de demander, le geste étant maintenant presque automatique, mais elle le fit avec tant de soin que même les actes les plus simples semblaient être des cérémonies. « Oui, merci Nora », sourit Ambrose en acceptant la deuxième tasse et les roulés à la cannelle. « J'espère qu'il en reste pour moi. » Évangeline en mangea la moitié, la dernière fois que sa tentative d'humour fut accueillie par un rire de sa fille, qui semblait s'efforcer de redevenir juste une enfant. La transformation d'Évangeline était peut-être la plus évidente, ses yeux sombres qui brillaient autrefois de malveillance apprise étant maintenant doux, portant une innocence qui semblait réapparaître progressivement. « Je n'ai pas mangé la moitié », protesta-t-elle avec un sourire plus sincère que quiconque ne se souvenait avoir vu auparavant. Béatrice regarda sa petite fille avec tendresse, la fille qui avait été moulée par la cruauté calculée de Sabrina, cherchant maintenant une nouvelle identité en s'asseyant près de sa grand-mère. Elle semblait enfin détendue, ses mouvements libres de la raideur qui trahissaient autrefois le poids des attentes maternelles. « Maman » appela-t-elle, sa voix petite et hésitante, si différente du ton confiant et calculateur qu'elle avait l'habitude d'avoir. « Pardonne-moi » dit-elle, sa voix portant la douleur des choses fausses qu'elle avait apprises. « Maman, elle a pris les mauvaises choses, elle m'a fait dire des choses méchantes, des choses méchantes. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de la fille et son expression sincère de remords fit que Nora leva la main à sa poitrine comme si elle ressentait la douleur de l'enfant. Béatrice étendit les bras, tirant Évangeline dans une étreinte serrée. « Mon amour, tu n'es qu'une enfant » murmura-t-elle en caressant les cheveux de sa petite fille. « Et les enfants apprennent que l'important, c'est que tu sois ici avec moi, ton père, Nora, ensemble nous surmonterons tout cela. » Ces mots étaient doux mais chargés de détermination. Ambrose regardait la scène avec un cœur lourd. L'absence de Sabrina planait sur la maison comme un fantôme, rappelant tout ce qui s'était passé. Le divorce était toujours en cours et il savait qu'il faudrait du temps pour surmonter l'impact du passé. Sabrina restait dans l'hôpital psychiatrique et les nouvelles sporadiques sur son état ne faisaient que confirmer qu'elle était une ombre de la femme qu'elle avait autrefois été. « Daddy » Évangeline appela encore, toujours embrassée par sa grand-mère. « Penses-tu qu'un jour je pourrai oublier tout cela ?» demanda la fille, la question étant simple mais le poids de son innocence perdue était évident. Ambrose se leva, marchant vers sa fille et s'agenouillant à ses côtés. « L'important n'est pas d'oublier, ma petite, » dit-il d'une voix lourde d'émotion. « C'est de se souvenir pour que nous puissions apprendre et grandir. Regarde les fleurs dans le jardin que Nora entretient, parfois tu dois élaguer ce qui ne va pas pour que le nouveau puisse fleurir. » Nora, qui jusque-là avait observé discrètement, commença à chanter une vieille berceuse mexicaine tout en servant plus de café. La douce mélodie remplissait l'espace, semblant dissiper les dernières ombres qui se cachaient encore dans la maison. Béatrice souriait à l'ancien gouverneur et Nora rendait un regard reconnaissant. « Nora, assieds-toi avec nous, » dit Béatrice, tendant soudain sa main. « Fais-tu partie de notre famille maintenant ? » « Je ne veux pas que tu serves, » dit-elle, « je veux que tu nous rejoignes. » Le geste inattendu fit pleurer les yeux de Nora qui s'assit hésitante mais émotionnellement, ajustant sa nouvelle jupe bleue.
Le petit déjeuner continua, des conversations légères et des rires occasionnels remplissant la pièce. Chaque rire semblait une petite victoire contre le passé, comme si enfin les Lockwood avaient trouvé un nouveau rythme, une nouvelle harmonie. Mais tout le monde savait que le processus de guérison serait long. Soudain, Évangeline se leva et courut vers sa chambre, laissant les autres perplexes. Lorsqu'elle revint, elle tenait le vieux portrait de famille que Sabrina avait l'habitude d'afficher avec tant de fierté. C'était une photo où tout le monde souriait, mais qui maintenant semblait un mensonge. « Pouvons-nous prendre une nouvelle photo ?» demanda Évangeline, sa voix pleine d'espoir. Une vraie, cette fois avec Nora aussi. La simple demande portait une signification profonde, comme si la fille demandait de réécrire l'histoire de la famille. Ambrose hocha la tête, sa voix faiblissant légèrement. « Oui, fille, nous prendrons une nouvelle photo, une qui montre qui nous sommes maintenant. » Nora, émotive, servit plus de café, son sourire reflétant la lumière du soleil inondant l'espace. La matinée continua. Alors que les rires résonnaient dans la maison, le sentiment était que pour la première fois depuis longtemps, le manoir Lockwood était devenu un véritable foyer. L'asile public San Francisco d'Iasi, situé dans les faubourgs les plus pauvres de la ville, était un endroit que Sabrina n'avait jamais imaginé fréquenter, encore moins habiter. La façade grise décolorée du bâtiment semblait refléter le désespoir de ses résidents. L'herbe dans la cour était négligée, parsemée de jouets abandonnés et de feuilles mortes que personne ne se donnait la peine de balayer. Les murs extérieurs autrefois peints en blanc exhibaient désormais des taches de moisissure et de saleté comme des cicatrices d'une histoire de négligence. À l'intérieur, l'environnement était encore plus déprimant. Les couloirs étroits avaient des sols en lolium jauni et des murs écaillés avec des taches d'eau. L'odeur forte de désinfectant se mêlait à celle du médicament et de la nourriture fade. Dans la petite chambre où Sabrina vivait maintenant, chaque détail semblait se moquer de son ancienne vie de luxe. Le lit en fer avec un matelas fin et inégal était couvert par un drap rugueux qui grattait sa peau sensible, une simple chaise en bois appuyée contre le mur gardait compagnie au lit et une armoire en fer rouillé complétait le mobilier de base. Les murs de la pièce, peints d'une teinte jaunâtre qui semblait intensifier le sentiment de claustrophobie, étaient marqués par des griffures et des taches d'humidité. La petite fenêtre avec de lourds barreaux de fer donnait sur une cour où peu d'enfants jouaient sous la supervision distraite d'une infirmière, le son de leur rire contrastant cruellement avec le lourd silence à l'intérieur de la chambre de Sabrina. Elle n'était plus la femme éblouissante qui commandait les salons par sa présence. Le poison qu'elle avait prévu d'utiliser sur Ambrose avait laissé des marques permanentes. Le côté gauche de son visage était paralysé, transformant son sourire autrefois radieux en une grimace tordue et ironique, comme si le destin avait décidé de caricaturer sa beauté passée. Ses cheveux, autrefois impeccablement teints et toujours coiffés, montraient maintenant des racines grises tombant sans vie sur ses épaules. Le petit miroir taché attaché au mur opposé était son plus grand tourment. Chaque matin, elle était forcée de faire face à ce qu'elle était devenue, une ombre déformée de la femme qu'elle avait été autrefois. Ce matin-là, Sabrina était assise sur le lit, ses mains tremblantes reposant sur ses genoux. Le son lointain d'une vieille télévision résonnait dans le couloir, mêlé au murmure des voix et aux quintes de tous occasionnels des autres résidents. Ses doigts, autrefois ornés d'anneaux en diamant, étaient maintenant nus et gercés, ses ongles courts et mal entretenus. En essayant de tenir la tasse de café que l'infirmière avait laissée plus tôt, le liquide se renversa sur le côté, tachant le drap. Sabrina soupira, frustrée mais n'essaya pas de nettoyer, elle n'avait pas la force de combattre même les plus petites défaites de sa nouvelle réalité. Le bruit de pas dans le couloir attira son attention, une infirmière apparut à la porte portant 2 enveloppes dans ses mains. « Madame Sabrina », l'appela-t-elle, sa voix chargée d'une fausse sympathie que Sabrina reconnaissait facilement, c'était le même ton qu'elle-même avait utilisé tant de fois dans le passé pour manipuler ou mépriser les autres. « Votre courrier est arrivé ». La nurse tendit les enveloppes et resta à la porte, observant avec un intérêt à peine dissimulé, les doigts tremblants. Sabrina ouvrit la plus grande enveloppe, le blason du cabinet d'avocat d'Ambrose en haut du papier fit tourner son estomac. Elle lut chaque mot avec un désespoir croissant, c'étaient les papiers de divorce et les conditions étaient impitoyables. Ambrose ne lui avait rien laissé, ni la maison d'été, ni les bijoux, ni même une allocation minimale. Ses yeux se fixèrent sur la dernière page, où une note manuscrite dans l'élégante écriture d'Ambrose disait « Considérez-vous chanceuse, vous n'êtes pas en prison ». La deuxième enveloppe était plus petite et plus légère, mais tout aussi cruelle. Le cœur de Sabrina faiblit alors qu'elle reconnaissait l'écriture de Grégoire sur l'extérieur. Elle déchira rapidement le papier et trouva une courte note presque brutale dans sa simplicité. « Je suis désolé mais je ne peux pas risquer mon avenir pour toi.
Ambrose m'a donné un choix et j'ai choisi ma liberté. Tout cet amour que nous avons juré l'un à l'autre, tous ces plans, cela ne signifie rien comparé à ma survie. J'ai transféré tout mon argent sur des comptes à l'étranger et lorsque tu liras cette lettre, je serai déjà loin du pays. N'essaie pas de me trouver, tu n'as plus les ressources ou les contacts pour ça. Ironique comment la vie tourne autour de toi, qui méprisait autrefois les autres pour être pauvres et insignifiants sont maintenant pires qu'eux. Je sais que le poison t'a laissé des séquelles neurologiques sévères, je suis désolé pour ça aussi, mais bien, mieux vaut toi que moi, n'est-ce pas? Tu as toujours été le cerveau, l'esprit maître derrière tout, toujours si fier de tes plans parfaits. Je pense que cette fois le coup a mal tourné, littéralement. La nurse, réalisant quelque chose d'important se passait, s'approcha plus près. Mauvaise nouvelle, demanda-t-elle, sa curiosité à peine dissimulée. Sabrina ignora la question, ses yeux fixés sur la fenêtre barrée à l'extérieur, où quelques enfants jouaient, leur rire flottant dans la pièce. L'un d'eux avait des cheveux noirs bouclés et pendant un bref et douloureux instant, Sabrina pensa à Évangeline, le jour où elle avait vu sa fille pour la dernière fois à l'hôpital. Elle revint en force, la fille s'accrochant à la main de Béatrice, ses yeux sombres pleins de peur et de mépris. « Tu n'es plus ma mère maintenant », dit Évangeline en s'accrochant à la main de Béatrice, ses yeux d'enfant chargés d'une maturité forcée. « Tu sais maintenant que tu n'as jamais été une vraie mère, tu m'as juste utilisée, transformée en monstre comme toi, tu m'as fait maltraiter grand-mère, rire de la souffrance des autres. Mais regarde-toi maintenant, toute tordue et laide à l'extérieur, tout comme tu l'as toujours été à l'intérieur. » Grand-mère dit qu'on ne devrait pas prendre plaisir à la souffrance des autres, mais elle s'arrêta avec un petit sourire cruel. Le dernier vestige des enseignements de sa mère jouait sur ses lèvres. « Te voir comme ça est en quelque sorte mérité, au moins maintenant ton visage correspond à ton âme. » Les mots d'Évangeline résonnaient dans son esprit aussi clairs que s'ils venaient d'être prononcés. Sabrina serra les yeux, essayant de repousser le souvenir, mais cela persistait, la coupant comme une lame. Le son des pas dans le couloir interrompit ses pensées un bref moment, son cœur battait la chamade. Et si c'était Ambrose ou Évangeline? Mais c'était juste une autre infirmière passant, portant un plateau de médicaments. Le son de ses talons sur le sol était un cruel écho des jours où Sabrina parcourait les couloirs du manoir Lockwood, confiante et dominante, contrôlant tout autour d'elle. Les larmes commencèrent à couler sur le côté encore fonctionnel de son visage tandis que des souvenirs du passé l'assaillaient sans relâche. Le moment où elle avait rencontré Ambrose, si naïf et facile à manipuler, les années qu'elle avait passées à construire son image de femme parfaite tout en intriguant dans l'ombre, le début de sa liaison avec Grégoire, chaque humiliation infligée à Béatrice, le gobelet doré, le poison. Un rire hystérique résonnait dans le couloir, certains autres patients. Perdus dans leur propre folie. Le son la fit frissonner, mais cela éveilla aussi quelque chose en elle, son propre rire s'échappa de ses lèvres, un son déformé et terrible dû à la paralysie faciale. L'infirmière se recula instinctivement, surprise par la transformation soudaine de Sabrina. « As-tu besoin de quelque chose, maman ?» demanda-t-elle, sa voix vacillante. Sabrina secoua lentement la tête, incapable d'articuler le vide qui remplissait maintenant sa vie. Ce dont elle avait besoin, beauté, pouvoir et contrôle, était à jamais hors de sa portée. Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres à travers la fenêtre barrée. Les lignes sombres projetées sur son visage défiguré ressemblaient à des barreaux de prison, un reflet cruel de sa réalité. Sabrina leva les yeux vers le ciel teinté d'orange et de violet, une beauté qui semblait maintenant se moquer de son existence misérable. La nuit tomba sur l'asile comme un lourd rideau apportant avec elle le froid qui s'infiltrait à travers les murs mal entretenus. Sabrina tira la mince couverture sur ses épaules, regrettant les couvertures en soie du manoir. Le dîner servi plus tôt, une soupe aqueuse et du pain rassis, restaient intacts sur la table de chevet. Elle, qui autrefois méprisait la nourriture que Nora préparait en tant que servante, la nourriture servante, maintenant, elle n'en avait même plus besoin. Un cri lointain d'un autre patient la fit frissonner. Une infirmière cria discrètement dans le couloir, sa voix dure résonnant à travers les murs fins, si différente des jours où elle donnait des ordres, quand sa parole était loi. De cette manière, qui semblait maintenant comme un rêve lointain, le contraste était si brutal qu'il l'en faisait presque rire, si son visage permettait encore une telle expression. Ses yeux tombèrent sur le vieux journal laissé par un autre visiteur patient dans la section sociale. Une photo attira son attention, Ambrose lors d'un événement caritatif, souriant aux côtés de Béatrice et Évangeline, sa fille. Elle portait une robe simple, si différente des vêtements sophistiqués qu'elle était forcée de porter auparavant, et elle avait l'air heureuse, vraiment heureuse. « Tu dois prendre tes médicaments » annonça une nouvelle infirmière entrant sans frapper.
Sabrina reconnut les pilules, les mêmes qu'elle forçait Béatrice à prendre en prétendant qu'elles apaisaient ses nerfs. L'ironie la fit s'étouffer avec sa propre salive. Le son d'une fête venait de la cour, une célébration pour les patients plus stables, musique, rire, vie, tout se passait sans elle, tout comme le monde extérieur continuait de tourner indifférent à sa chute. Son empire de mensonges s'était effondré comme une maison de cartes, emportant avec lui tout ce qu'elle pensait être important. Il est temps d'éteindre les lumières, informa l'infirmière. Sans attendre de réponse, d'un clic, la pièce plongea dans l'obscurité, laissant Sabrina seule avec ses pensées et ses regrets. Dans l'obscurité, elle pouvait presque voir les fantômes de ses actions passées, chaque humiliation imposée à Béatrice, chaque manipulation d'Évangéline, chaque baiser volé avec Graham, chaque goutte de poison préparée pour Ambrose. Une dernière larme coulait sur son visage partiellement paralysé alors qu'elle fixait son reflet dans la fenêtre sombre. Ce qu'elle voyait n'était pas seulement son visage défiguré, mais le reflet de son âme tordue et corrompue par sa propre ambition. La justice, après tout, avait servi son plat le plus froid et elle serait forcée de la savourer jusqu'à la fin de ses jours. Au manoir Lockwood, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Le dîner familial n'était plus un théâtre de fausses apparences, mais un véritable moment d'unité et de guérison. Cette nuit particulière, alors que Sabrina dépérissait dans sa chambre d'asile, l'ancienne salle à manger résonnait des sons autrefois interdits, des rires sincères, des conversations authentiques, des souvenirs partagés sans peur. Évangéline, redécouvrant lentement son enfance volée, riait ouvertement alors que Béatrice racontait des histoires de quand Ambrose était enfant. La fille, maintenant libre des chaînes imposées par sa mère, avait échangé ses robes formelles contre des vêtements appropriés à son âge, ses yeux autrefois aussi calculateurs que ceux de Sabrina brillaient maintenant d'une innocence propre à une enfant de 8 ans. Nora, qui n'était plus confinée à la cuisine, était assise à la table avec la famille, partageant des histoires de sa propre enfance dans un petit village de campagne. Ses mains, qui tremblaient autrefois en servant Sabrina, bougeaient maintenant avec assurance en passant les plats. La famille avait emménagé dans la maison principale, occupant l'aile du manoir, transformant ce qui était autrefois un environnement de peur en un véritable foyer. Ambrose observait tout cela avec un sourire serein, bien que ses yeux portaient encore les ombres de ce qu'ils avaient vécu. Le processus de guérison était lent mais régulier, les séances de thérapie familiale aidant chacun à traiter les traumatismes, en particulier Évangéline qui apprenait progressivement à distinguer entre les comportements toxiques enseignés par sa mère et le véritable amour qui l'entourait maintenant. Béatrice avait retrouvé non seulement sa voix mais aussi sa position respectée en tant que matriarche de la famille, ses mains ne tremblaient plus en buvant son café et elle avait repris le port de ses vieux bijoux, non plus comme des symboles de statut comme le faisait Sabrina, mais comme des rappels affectueux de son défunt mari. Quelque part en Europe, Grégoire essayait de reconstruire sa vie avec ce peu qu'Ambrose lui avait permis. Son nom avait été terni dans le monde des affaires mexicain et il vivait maintenant en expatrié solitaire hanté par ses choix. Occasionnellement, des nouvelles à son sujet arrivaient par l'intermédiaire de connaissances mutuelles, toujours seul, toujours regardant par-dessus son épaule, craignant que son passé ne le rattrape. Entre-temps, à l'asile San Francisco d'Iassi, Sabrina vivait sa propre version de l'enfer, un purgatoire de solitude et de regrets tardifs. Son visage partiellement paralysé était devenu un miroir physique de la déformation de son caractère. Les infirmières, ignorantes de son passé, se demandaient souvent pourquoi une patiente relativement jeune ne recevait jamais de visite. La justice dans cette histoire n'avait pas besoin de tribunaux ou de cellules de prison, elle se manifestait de la manière la plus poétique possible. Sabrina, qui méprisait tant les personnes âgées et les pauvres, vivait maintenant en tant qu'infirmière oubliée dans un asile public. La femme qui avait basé toute son existence sur la beauté et le pouvoir faisait maintenant face à ses jours avec un visage défiguré et une impuissance totale. La vie, dans sa sagesse implacable, avait servi à chacun exactement ce qu'il méritait. Pour la famille Lockwood, la chance d'un nouveau départ pour reconstruire des liens basés sur le véritable amour pour Nora, la dignité et la reconnaissance longtemps due pour Évangéline, l'opportunité d'avoir une enfance normale pour Grégoire, l'exil et la solitude et pour Sabrina, et bien pour elle, ne restait que le goût amer de son propre poison, littéralement et métaphoriquement. Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de nuances de rouge rappelant la robe que Sabrina portait la nuit de sa chute au manoir Lockwood. Une famille guérie partageait des histoires et des rires dans une chambre d'asile, une femme brisée pleurait seule et quelque part entre ces deux extrêmes, la justice souriait, satisfaite de son œuvre.